Merci, Joël. Merci. Alors, qu'est-ce que je fais là? Ah, voilà, merci. C'est mieux. Merci, la régie. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être ici. Vous êtes réveillés ou pas? Tant mieux. Tant mieux. Ça m'évitera d'avoir à le faire. Non, je suis ici effectivement pour vous réveiller. Je suis ici pour vous réveiller parce que j'ai plein de messages à vous faire passer. J'ai un temps limité pour cela. Ça va donc devoir être dense nécessairement. Vous allez voir, il y a énormément de choses à capter qu'on n'a peut-être pas encore tout à fait tous capté. Donc un de mes premiers messages, c'est qu'il y a des malentendus. C'est que l'on pense, la plupart du temps, que les enjeux, on les connaît. Que les enjeux, on les a compris. Alors quand je dis « on », c'est peut-être pas tout le monde, mais au moins il y a des gens qui planchent dessus, on a des gens extrêmement compétents qui planchent sur les différents sujets, donc ça va. Si vous voulez, on a compris. Il suffirait de faire la somme de toutes les expertises et derrière de toutes les propositions qui sont faites pour, d'un côté, bien comprendre et de l'autre côté, bien agir. Il suffirait. Ben non. Non, en fait, non. Selon moi, les messages principaux n'ont pas encore été passés à la population et même à nos élites, à nos dirigeants, on va dire, sous la simple et bonne raison que notre méthode globale est mauvaise. Ça ne veut pas dire que tous les gens font de la merde. Il y a des gens évidemment très très bien qui font des choses très importantes. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, la manière dont les différentes expertises sont imbriquées, sont articulées les unes avec les autres, essentiellement en silos, cette façon-là nous empêche de comprendre la nature de nos enjeux et nous empêche de comprendre ce que l'on peut faire face à ça. Et donc on additionne des réponses spécifiques à des enjeux spécifiques en pensant qu'une fois de plus, ça va faire globalement une bonne réponse aux enjeux, ça va nous permettre, ça va être une thérapie efficace face à la maladie, entre guillemets, qu'ont nos sociétés. Eh ben non. Non, vous allez voir que, en fait, non. Enfin, vous allez voir. J'espère que vous allez voir. J'espère que je vais vous en convaincre. Donc, effectivement, mon intervention va se faire en deux parties. La première partie, c'est on va essayer de comprendre, peut-être de recomprendre, peut-être de décomprendre un certain nombre de choses. Et c'est un très mauvais moment à passer. Voilà, je vais être clair avec vous. Vous avez déjà entendu des choses. Donc, je vais repasser sur certains sujets rapidement qui ont déjà été évoqués, juste pour les intégrer à une vision globale. Mais c'est un mauvais moment à passer, soyons clairs. Dans la deuxième partie de mon intervention, on verra ce qu'il est peut-être encore temps de faire collectivement face aux enjeux de notre temps, et vous verrez que je vais vous proposer un ou deux pas de côté conséquents, pas du tout cosmétiques. Voilà, ne partez surtout pas après la première partie. Non mais voilà, non, mais je vous le dis, hein, je ne pense pas que ce soit le cas, mais sait-on jamais? Si jamais il y en a dans cette salle qui savent qu'aujourd'hui, exceptionnellement, là, moi, dans une demi-heure, dans 3/4 d'heure, j'ai une réunion, j'ai absolument pas pu, j'ai un call important. Ils savent qu'ils vont devoir s'absenter, qu'ils ne pourront pas voir la fin de mon intervention, partez tout de suite. C'est vrai, non, ce sera psychologiquement beaucoup moins destructeur, parce que voir le début sans voir la fin, ça ne fonctionne pas. Bref, donc, première partie, essayons de comprendre. Ou d'une fois de plus, de comprendre différemment peut-être de ce qu'on a l'habitude d'entendre jusqu'ici. La problématique à laquelle nous faisons face, mesdames et messieurs, collectivement, elle est systémique et elle impacte toutes les dimensions de ce qu'on appelle le système Terre. Alors vous voyez, je commence très très haut parce que le système Terre, c'est globalement l'endroit qui peut abriter de la vie sur cette planète. Donc on part de choses qui sont extrêmement vastes et ensuite en entonnoir, on redescendra sur des choses un peu plus concrètes qui nous correspondent et qui nous concerne directement là où on est, qui qu'on soit. Donc je fais vous allez voir, je vais aller extrêmement vite. Je fais un état des lieux du système Terre. Le système Terre, il y a 6 dimensions principales. La première, c'est la lithosphère. La lithosphère, c'est la couche externe du manteau terrestre. Les sociétés humaines en retirent un certain nombre de ressources dont elles ont besoin pour fonctionner. La toute première de ces ressources, c'est le pétrole. Nos sociétés existent sous la forme sous laquelle elles existent aujourd'hui, uniquement parce que nous avons une abondance de pétrole bon marché. Donc, et plein d'autres choses, bien sûr. Mais si nous n'avions pas une abondance de pétrole bon marché, nos sociétés ne seraient pas les mêmes. Nous n'aurions pas les villes telles qu'elles sont, nous n'aurions pas les routes, nous n'aurions pas l'urbanisation et l'urbanisme, nous n'aurions pas les infrastructures, nous n'aurions pas l'économie.
qui sont organisés tels que c'est organisé aujourd'hui. Nous n'aurions pas les systèmes de transport, etc. Donc c'est vraiment à la base de tout. Et le pétrole, ce n'est pas juste du pétrole, une fois de plus, c'est du pétrole bon marché. Ce dont on a besoin, c'est une abondance permanente, fiable, stable, de pétrole bon marché. Et pas trop bon marché, parce que s'il est trop bon marché, l'industrie n'est plus rentable, elle se casse la gueule. Donc c'est un problème. C'est un problème parce qu'on ne maîtrise pas du tout cet équilibre. Le premier pays producteur, pas producteur, c'est pas vrai. Le pays qui a les plus grandes réserves de pétrole au niveau mondial, c'est le Venezuela. Et il s'est littéralement effondré en 2017 à peu près, parce que le prix du baril était passé sous un certain seuil, et que ça leur coûtait plus cher de produire un baril de pétrole que ça ne leur rapportait de le vendre. Le pays, qui avait à fond misé là-dessus, s'est effondré. Ce n'est pas le tout d'avoir du pétrole. Et maintenant, je précise que c'est impossible de relancer la machine. Très compliqué, voire totalement impossible. On a perdu les compétences, les puits ont rouillé, les puits se sont refermés, c'est très très compliqué, voire impossible. Donc, ce n'est pas le tout d'avoir du pétrole dans le sol. La question, c'est est-ce qu'il y en aura demain à Arcachon? Voilà, c'est ça la question. Et combien? C'est-à-dire en quelle quantité? Et tous les combien? Et à quel prix? Et qui c'est qui va l'avoir? Pour faire quoi? Selon quels critères on va décider? Qui va prendre la décision? Etc. Et toutes ces questions-là, vous allez voir, on va se les poser bien avant 2050. Si on n'a pas de chance, ce sera même bien avant 2040. C'est tout à fait plausible. Avant 2030, c'est envisageable, mais peu plausible pour le pétrole. Voilà, donc nous avons aujourd'hui, effectivement, un besoin. Et ce n'est pas juste une question géologique, c'est une question de géologie, d'industrie et de technique, une question de logistique, c'est une question de prix de la ressource, le cours des marchés qu'on ne maîtrise pas, c'est une question de volonté ou de décision politique, géostratégique. Ce sont des choses qu'on ne maîtrise absolument pas. Et tout dans notre société dépend pourtant de cela. Je dis bien tout. Les grandes découvertes de pétrole, c'était il y a plus de 50 ans. Nous sommes descendus à un taux de remplacement de la ressource qui est de l'ordre de 16%. Ça veut dire que pour chaque baril de pétrole qu'on trouve, on en consomme 6. Voilà ce que ça veut dire. Les experts, aujourd'hui, nous racontent, les experts, il y en a plein, mais moi, je m'appuie sur des synthèses qui sont proposées, par exemple, par le Shift Project et d'autres synthèses par des think tanks ailleurs en Europe du Nord ou américains. Mais globalement, ce que les analystes de chez Reichstadt ou Wood Mackenzie, des gens comme ça, ce qu'ils disent, c'est qu'il va y avoir une contraction de pétrole avant les années 2030 et que dans le courant des années 2030, ça va s'accélérer, notamment pour l'Europe. L'Europe va être très, très mal en point, entre guillemets, puisqu'il y a très, très peu de production, hormis la Norvège, de pétrole en Europe. Et donc, nous sommes sur le point. Quand je dis nous, c'est les sociétés humaines. Et quand je dis sur le point, c'est très certainement, très, très certainement avant la fin de cette première moitié de siècle, et plausiblement avant 2040, nous sommes sur le point de sortir de l'ère du pétrole et du gaz d'ailleurs, abondant et bon marché. Et ça va, mesdames et messieurs, tout changer. On n'a pas vraiment encore bien compris la magnitude des changements que ça va opérer, mais ça va tout changer. Quand on est face à des changements magistraux comme ça, il y a deux options. On les a préparés ou on ne les a pas préparés. Voilà. Dans l'option 2, c'est moins bien. La France n'est pas un pays très producteur de pétrole. On produit tout de même un petit peu, dans le bassin aquitain, bassin parisien, environ 1,5 à 2% du pétrole qu'on consomme, pour l'instant, et ça baisse. Le pétrole ne fournit certes qu'à peu près un tiers de l'énergie primaire mondiale, mais sans lui, on ne sait quasiment rien faire d'autre. Donc, la fin du pétrole abondant et bon marché, mesdames et messieurs, ce sera également la fin de tout le reste abondant et bon marché. Très certainement. Oui, je vais passer extrêmement vite. On pourrait passer, bien évidemment, une semaine entière rien que sur le pétrole. Dans la lithosphère, on va également récupérer des minerais dont on a besoin pour tout faire fonctionner nos sociétés. On en a besoin pour nos gadgets technologiques chéris. Et puis on en a besoin pour... Ah oui, non, puis attendez, avant de passer à ça, je précise que de la même manière que pour le pétrole, ou le gaz d'ailleurs, nous n'avons pas énormément de minerais en Europe. Donc, de la même manière, nous serons en Europe et en France tributaires de notre capacité à importer ces ressources sur des marchés qui vont considérablement se tendre. Ça, c'est une certaine vision, c'est celle qui est la plus développée aujourd'hui, de la transition énergétique. La transition énergétique, c'est une réponse à un péril climatique qui est mortel, qui est un péril qui est en train de jouer considérablement sur les conditions d'habitabilité de notre planète, rien que ça. Et donc, il nous faut à tout prix un plan pour nous en sortir, et on n'a rien trouvé de mieux que ça. Mettre des panneaux photovoltaïques et des éoliennes pour schématiser, et puis derrière, des batteries et des véhicules électriques.
Cette vision-là de la transition énergétique, je ne dis pas qu'elle n'a pas de raison d'être, elle a sa part à jouer, mais penser que c'est une solution, c'est se leurrer. Ça fait partie des leviers à actionner, mais ce n'est pas une solution. Aujourd'hui, la transition énergétique a 3 leviers principalement. Le premier levier, c'est ça. C'est produire l'énergie différemment, c'est électrifier un certain nombre d'usages, c'est stocker l'énergie également différemment. La deuxième dimension, c'est l'efficacité énergétique via l'innovation technologique. Et là, on est capable effectivement d'être de plus en plus efficace, c'est-à-dire que pour produire la même chose, on utilise moins d'énergie qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Mais le rythme d'amélioration est relativement faible. Il n'est pas du tout suffisant pour commencer à représenter une solution. Avec les 2 premiers leviers, si on les actionne en même temps, ça ne suffit pas du tout. Il faut nécessairement actionner le 3e levier, qui est la sobriété. Et la sobriété, jusqu'à présent, vous n'en avez, de la part de nos dirigeants, jamais entendu parler. J'insiste bien, vous n'en avez jamais entendu parler. Dans la tête de certains d'entre vous, il y a une petite voix qui dit « Ben non, ils racontent n'importe quoi, quelle l'air là ?» Parce qu'ils en ont parlé. Parce que Borne en a parlé, parce que même Macron en a parlé. Non, non, ils ont prononcé le mot, mais ils n'en ont pas parlé. Puisque lorsqu'ils parlent de sobriété, ils disent tout de suite après « Ce n'est pas par la décroissance que l'on fera de la sobriété. Ce n'est pas par une forme de privation, alors on y va, hein, de régression, tout ce que vous voulez, qu'on fera de la sobriété. Non, c'est par l'innovation qu'on fera de la sobriété. Non, c'est faux. Non. L'innovation, c'est pour l'efficacité énergétique. Non, c'est consommer moins d'énergie pour produire la même chose. La sobriété, c'est produire et consommer moins. Alors, il y a 2 grands leviers dans la sobriété. Il y a la réduction des gaspillages. Et là, effectivement, on a un levier de... Mais quand bien même on diminuerait les gaspillages totalement, ou en tout cas au maximum de ce qui est envisageable, que ça ne suffirait pas du tout, ça ne bouclera pas si on n'apprend pas à consommer et à produire moins. Dommage, parce que tout notre système est basé sur plus. Donc cette vision-là de la transition énergétique, elle requiert énormément de minerais et de métaux. Du lithium pour les batteries, du cuivre pour les réseaux électriques. Lorsqu'on remplace une centrale, comme son nom l'indique, centralisée par quelques centaines ou milliers d'éoliennes équivalentes, par exemple, c'est beaucoup de bobinage, c'est beaucoup de câbles électriques qu'il faut pour ensuite rassembler tout ça. C'est beaucoup plus de cuivre. Lorsqu'on remplace un véhicule thermique par un véhicule électrique, on passe d'une moyenne de 20 à une moyenne de 70 à 80 kg de cuivre par véhicule. Par voiture, on parle de voiture, on ne parle pas de camion. Bref. Et donc, je voudrais faire un petit focus sur le cuivre. Ce n'est pas, une fois de plus, le seul élément dont on peut se préoccuper, mais il est intéressant. Il est intéressant parce qu'il n'y a pas cette grande transition énergétique sans beaucoup de cuivre. Il faut considérer que d'ici 2050, pour avoir une chance de tenir le cap de la transition énergétique telle qu'on l'a conçue, il faut au moins multiplier par 1,5 la consommation globale de cuivre. Voilà. Mais ce n'est pas du tout évident puisqu'on est en train déjà de stagner. Pourquoi on stagne? Parce qu'il en faut énormément. Mais est-ce qu'il n'y en a plus? Non, il y en a encore un peu. Mais il est où le cuivre? Voyez-vous, il est beaucoup en Amérique du Sud. Il y a, selon ce qu'on compte, selon ce qu'on comptabilise et selon les estimations, il y a entre 25 et 40% du cuivre mondial qui est au Chili et entre 10 et 18%, entre 12 et 18% qui est au Pérou. Donc on a quasiment la moitié du cuivre mondial qui se situe là, dans ces 2 pays, dans la cordillère des Andes. Et voyez-vous, pour l'extraire, il faut, pareil pour le lithium, je précise que le Chili, c'est aussi le pays qui a les premières réserves de lithium, pour extraire tout ça, il faut énormément d'eau douce. Or, voyez-vous, l'aridité perturbe la production de cuivre au Chili, les mines de cuivre au Chili, première victime du manque d'eau, des fois, il n'y a même plus d'eau au robinet de la capitale. Nous sommes en 2023 et les experts nous disent, ça c'était il y a plus d'1 an, que le cuivre fait face à des perspectives de pénurie de long terme parce que la demande dépasse l'offre. Des experts nous disent que le monde doit se préparer à une grave et longue pénurie de cuivre. Ils précisent, il est pourtant indispensable, notamment à nos horizons plus verts. Donc ça, on s'en fout. Là. Bon, enfin, excuse-moi, je ne savais pas que j'avais laissé cette slide, mais c'est pas grave. Ça, c'est pour le lithium. On est au Chili également. Et on nous parle de guerre de l'eau. Là. Faites une recherche, c'est intéressant, sur votre moteur de recherche préféré. Guerre de l'eau, Chili. Vous allez voir que la question se pose déjà. Est-ce qu'on va utiliser l'eau pour manger et pour boire, ou est-ce qu'on va utiliser l'eau pour produire les minerais dont le monde a besoin pour sa transition énergétique?
Vous savez, ce projet qui va nous sauver du cataclysme climatique. On ne parle pas de quelque chose de secondaire. Il y a 1 an et demi, il y a eu le World Materials Forum qui s'est réuni à Nancy et on a les experts mondiaux des minerais qui ont lancé une alerte rouge à la pénurie de matériaux pour la transition énergétique. Ça n'est pas passé au JT. Il y a 6 mois, nous avons ce communiqué de l'OCDE, on va le lire ensemble. La production et les échanges internationaux des matières premières les plus essentielles, qui ont pourtant progressé rapidement au cours de la dernière décennie, n'arrivent plus à suivre les prévisions de demande relatives aux métaux et aux ressources minérales nécessaires pour transformer l'économie mondiale et passer d'un monde où les combustibles fossiles dominent à une ère axée sur les technologies d'exploitation des énergies renouvelables. Voilà. Un peu verbeux, mais je pense qu'on a compris. Est-ce que ce sont des questions d'énergie ou de matières premières, mesdames et messieurs? Ben tout. Parce que les minerais étant de moins en moins concentrés, il faut de plus en plus d'énergie pour aller les chercher, et l'énergie étant de moins en moins accessible, il faut de plus en plus de minerais pour la produire. L'un multiplié par l'autre, ça fait ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive en dynamique des systèmes, autrement dit un emballement du système. Dit autrement, non seulement on va atteindre des limites, mais on va le faire beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Le système Terre, je continue, après la lithosphère, deuxième dimension, l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète, eau de surface, eau de profondeur, etc. Faisons un état des lieux très rapide de l'hydrosphère. Des pollutions chimiques absolument partout aujourd'hui, plus ou moins. Mais même au fond de l'océan, il y a de la pollution chimique. Pollution physique également. Bon, là, c'est beaucoup de plastique. C'est aux Philippines, ça touche les humains, mais les animaux aussi. Sur Terre comme en mer, il y en a absolument partout. L'hydrosphère également s'acidifie, ça se voit au niveau des coraux. Les experts nous disent que si on atteint un seuil de réchauffement, enfin si on dépasse le seuil de 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, minimum 99% des coraux vont disparaître. Ce qui est dommage, c'est que 25% de la vie marine en dépend pour s'y reproduire ou y vivre. L'hydrosphère se réchauffe, le niveau moyen de la mer augmente, on est à quasiment 5 mm par an en moyenne mondiale, et ça accélère. Nous avons des phénomènes de salinisation des nappes phréatiques. Là, en l'occurrence, ce monsieur qui est peut-être toujours, j'en sais rien, mais je ne crois pas, un agriculteur au Bangladesh. La nappe phréatique dont il dépendait s'est salinisée, à la fois parce que la mer monte et à la fois parce que les gens creusent des puits pour puiser dans les nappes, parce que comme le régime de mousson et le cycle de l'eau d'une manière plus générale est totalement disrupté, de temps en temps, dans l'année, ils sont totalement au dépourvu et ils puisent dans le sol pour aller chercher l'eau. Au final, malheureusement, ça donne ça. Nous avons des phénomènes d'assèchement des cours d'eau. Ça, c'est la Loire. Il y a 1 an, c'était en juin 2022, la Loire à proximité de Nantes. Et nous avons des phénomènes de désoxygénation, moins, voire des fois plus du tout d'oxygène, dans des zones entières, côtières ou au large, avec des effondrements écosystémiques, puisque les écosystèmes suffoquent et disparaissent. La troisième dimension du système Terre, c'est la cryosphère, qui est une sous-partie de l'hydrosphère en réalité, puisque c'est la glace, c'est l'eau aussi, mais solide. Ce sont les glaciers, ce sont les banquises, ce sont les inland seas, donc la glace sur du continent, c'est le Groenland et l'Antarctique, et c'est le pergélisol, ou le permafrost, le sol gelé des hautes latitudes, et ça fond. On avait ce rapport, le GIEC, je ne sais pas si vous savez, il publie des gros rapports tous les 6-7 ans. Ensuite, il y a des rapports de synthèse et puis il y a des rapports spéciaux qui paraissent de temps en temps. Ça, c'était le dernier rapport spécial sur la cryosphère, datant de 2019. Conclusion, non seulement ça fond, mais ça fond surtout beaucoup plus vite que ce que les modèles sont capables d'évaluer à ce stade. Et pour l'instant, on ne maîtrise pas tout. Il y a eu d'autres publications depuis qui corroborent. On sait par contre que l'Arctique se réchauffe au moins 3 fois plus vite, si ce n'est 4, que le reste du monde en tendance moyenne. La quatrième dimension du système Terre, c'est l'atmosphère. Voilà. On en change la composition chimique très rapidement. Si l'on regarde ce que nous enseignent les carottages glaciaires en Antarctique, c'est une branche, je précise, très solide de la science, cette glaciologie-là. Ce n'est pas du tout une théorie. On sait très bien reconstituer la concentration atmosphérique en CO2 sur un peu plus de 800 000 ans. On voit qu'il y a des hauts et des bas, et on sait par ailleurs que ça corrèle extrêmement fort avec des aires glaciaires et des périodes interglaciaires. C'est donc une sorte de cycle, voilà, avec des hauts et des bas sur au moins 800 000 ans. Sauf que là, on est ici, on est hors de la zone de la variabilité naturelle. C'est la plus haut, cette concentration n'a jamais été plus haute depuis au moins 2 millions d'années, d'après le dernier rapport du GIEC. Voilà sur les 2000 dernières années, si on zoome, ce que ça donne. Et si on regarde la température de surface planétaire moyenne, voilà ce que ça donne. Alors la question, est-ce que ça décarbone? Puisque du coup, on fait quand même des efforts, et c'est censé être un des objectifs majeurs de nos politiques. Nous avons la COP en ce moment à Dubaï, n'en parlons pas, ça me rend malade. Mais bon, est-ce que ça décarbone? Voyez-vous, pas vraiment. C'est-à-dire que non seulement ça ne décarbone pas, non seulement les émissions continuent d'augmenter, mais elles continuent d'augmenter de plus en plus vite. Ça, c'est le dernier rapport du GIEC, qui est un rapport
de synthèse, un rapport intermédiaire publié en septembre. Là. Et eux, là, ils s'arrêtent en 2019. Ce sont les émissions de gaz à effet de serre mondiales. On sait qu'en 2020-2021, ça s'est un peu calmé à cause de la crise, ou grâce à la crise plutôt. Et ensuite, c'est reparti à la hausse très fort en 2022. Donc non, on ne décarbone pas du tout au niveau mondial. C'est de pire en pire et ça accélère. On s'éloigne de la cible de plus en plus vite. Si on regarde comment est produite l'énergie au niveau mondial, à peu près 84% de l'énergie primaire est produite à partir du gaz, du pétrole et du charbon en 2021. Pourquoi diable on n'arrive pas à infléchir à la baisse les émissions de gaz à effet de serre? Alors il y a plein de raisons, évidemment. Il y a plein d'intérêts qui se protègent, et notamment l'intérêt des grandes compagnies pétrolières, l'intérêt d'un certain nombre, tout un monde de la finance, etc. Bien sûr. Mais fondamentalement, je vais vous dire, la question, il faut la poser selon moi sous la forme suivante. Est-ce qu'on a fait des efforts depuis 20-25 ans pour changer nos sociétés? Est-ce qu'on a essayé de travailler sur nos valeurs? Est-ce qu'on a essayé de travailler sur nos objectifs, sur nos indicateurs, sur l'idée qu'on se faisait du progrès, l'idée qu'on se faisait de la réussite? On a de nouveaux outils au service de toujours les mêmes délires, toujours les mêmes rêves et ambitions. Donc il y a des choses qui vont mieux, mais globalement, ça va plus mal. Donc voilà pourquoi on n'arrive pas à infléchir à la baisse, parce qu'on ne fait pas le travail qu'il faudrait faire, ce travail de fond. Mais les COP, donc, j'y reviens quand même un tout petit peu, même si je ne vais pas spécifiquement parler de celle-ci, de la 28, les COP sont là pour nous sauver. Sauf que les COP, ce n'est pas n'importe quoi, on ne fait pas ce qu'on veut dans une COP. Il y a un certain nombre de règles, ces règles sont édictées dans un texte, qui est la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, et vous pourrez facilement trouver ça en ligne, article 3, alinéa 5. Il est écrit qu'il faut une croissance économique durable et un développement durable, et ne pas entraver le commerce international. Le cadre est donc posé, il faut résoudre un problème en gênant le moins possible le système qui crée ce problème. Donc ça ne marchera pas. D'ailleurs, ça ne marche pas si on regarde la concentration atmosphérique en CO2, revenons-y, comment elle évolue. Voilà, depuis quelques décennies, et ça, c'est le début des COP. Donc non seulement c'est de pire en pire, mais c'est de pire en pire de plus en plus vite. S'il n'y avait pas eu les COP, on serait là. On serait plus haut, c'est sûr. Donc quelque part, moi je ne crache pas dessus, il y a quand même des choses intéressantes qui en sont sorties, il ne faut pas non plus faut faire preuve de nuance. Donc oui, ça fait partie de la boîte à outils. Voilà. On a besoin des COP, il faudrait que des choses changent, il faudrait réécrire certaines règles, mais il y a besoin de ce processus comme un outil dans la boîte. Mais ce n'est pas la solution. Il y a un potentiel de freinage dans les COP. On monte un peu moins vite que si... Voilà, enfin, on monte toujours plus vite, je rappelle, mais un peu moins toujours plus vite que s'il n'y avait pas eu les COP. Voilà. Mais globalement, effectivement, nous, on a besoin de revenir en arrière là, sur la concentration. On a un potentiel de freinage. Et on imagine que si on freine suffisamment fort, si on appuie suffisamment fort sur cette pédale-là, on va faire une marche arrière. Ah ben non, ça ne marche pas comme ça. Nous n'avons pas le bon levier, mesdames et messieurs. Ce n'est pas la même fonction mécanique. La moyenne française, l'empreinte carbone moyenne d'un Français, aujourd'hui, d'après Carbone 4, qui est la meilleure estimation qui existe, parce qu'elle couvre vraiment tous les gaz à effet de serre, c'est environ 10 tonnes équivalent CO2 par an et par personne, beaucoup la voiture individuelle, le gaz, le fioul pour se chauffer et les protéines animales. Il faut, pour respecter l'accord de Paris, diviser par 5 en 27 ans, passer de 10 à 2. Alors, je ne sais pas si vous en avez vraiment conscience. J'imagine qu'ici, vous en avez plus conscience que le commun des mortels, en moyenne. Le commun des mortels n'a pas compris que passer de la première à la deuxième ligne, ça n'allait pas se faire avec des petits efforts. Et que c'était un changement de société total. On n'a pas tout ce qu'on veut quand on veut, on ne se déplace pas où on veut quand on veut. À la deuxième ligne, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la même société. Bon. Donc soit on opère ce changement, mais ça signifie qu'il faut qu'on arrête d'essayer de maintenir nos modes de vie, il faut les réinventer, soit on ne l'opère pas et ce sera un cataclysme climatique. La 5e dimension du système Terre, c'est la biosphère. Tout ce qui vit, toutes les formes de vie. Il y a des dizaines de milliers d'études sur la question, j'en utilise en général 2 quand je dois faire une synthèse parce qu'elles sont magistrales. Celle-ci où ils ont reconstitué les dynamiques d'environ 32 000 populations de vertébrés partout dans le monde depuis 1970. On observe des taux de déclin absolument partout, à quelques rares exceptions localisées près. Et donc le déclin sur tous les continents, dans tous les océans, plus ou moins selon les endroits. Si on fait la moyenne de ces taux de déclin, on obtient en 48 ans 69%. Et je me retrouve donc face à vous à dire cette phrase que, très honnêtement, aucun biologiste ou écologue digne de ce nom ne reniera. Maintenant, il y en a certains qui
le dirait peut-être pas sous cette forme-là. Moi, j'ai pris le parti de vous dire les choses cash, avec le moins de mots possible, le moins de détours possible. La vie sur Terre est en train de s'effondrer. Voilà. La vie sur Terre est en train de s'effondrer. Et on regarde Netflix. Qu'est-ce qu'on fout ? Qu'est-ce qui nous passe par la tête? Ou qu'est-ce qui ne nous passe pas par la tête? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? On n'est pas du tout, même la plupart des gens dans cette salle, du tout au niveau de conscience et au niveau d'action que l'on devrait avoir. Nous devrions être vent debout. Nous devrions être en mode tous sur le pont. Nous devrions être en mode il faut tout changer. En mode insurrection s'il n'y a pas le choix. En mode résistance. Nous devrions être en mode révolution. Nous devrions comprendre que c'est notre survie qui se joue, et pas juste la nôtre, mais celle de beaucoup de choses qui vivent sur cette planète. On regarde Netflix. 62% on évalue de la biomasse des mammifères terrestres, ce sont les animaux d'élevage. On évalue que 34% c'est les humains, il reste 4% de faune sauvage. Voilà où on en est aujourd'hui à peu près sur le vivant. Et encore, je ne vous parle pas des arthropodes, qui est la plus grande famille du vivant, c'est encore pire. Et enfin, la pédosphère, 6e dimension du système Terre, sont les sols. Les experts des sols nous racontent que 75% des sols au niveau mondial sont dégradés par les activités humaines. Une grande partie de cette dégradation provient d'une certaine forme d'agriculture. Et du fait que nous sommes toujours plus nombreux, même si en France, on consomme un petit peu moins de viande rouge, mais ça a été compensé par les autres formes de viande. Mais globalement, au niveau mondial, on est beaucoup trop nombreux à vouloir consommer plus de viande. Voilà. Trop nombreux sur Terre, je ne vais pas aller jusque-là, parce qu'on pourrait en discuter, si vous voulez, on en discutera après, hein, mais c'est subtil, la question de la démographie. Mais trop nombreux à vouloir consommer plus de viande, ça oui. Bref, le système Terre. Voilà un état des lieux du système Terre. Objectif le plus possible. Je ne vais pas donner mon avis et je suis allé chercher des études qui font référence et dont les conclusions ne sont pas remises en question. Et puis il y a l'anthroposphère qui fonctionne avec en même temps. L'anthroposphère, c'est la sphère des activités humaines. C'est à la fois ce qui a été construit autrefois et aujourd'hui. Ce sont les produits, les objets, ce sont les déchets et nous-mêmes. Et comme je sais que vous l'avez déjà vu, je vais passer encore plus rapidement sur ce qui suit. Mais globalement, vous me confirmez, hein, ça a déjà été vu ça. Voilà. Vous avez vu la grande accélération. Donc à gauche, un certain nombre d'indicateurs liés aux activités humaines qui, depuis les 30 Glorieuses, explosent. Et à droite, les impacts, donc c'est l'anthroposphère à gauche, et à droite, c'est les impacts sur le système Terre qui explosent également depuis quelques dizaines d'années. L'humanité est confrontée à une crise écologique. On est d'accord? Il y en a qui ont triché ou... Alors si c'est non, c'est quoi? Parlez plus fort. Ok. Ouais, exactement. Ouais, non, c'est le contraire. Pour moi, c'est surtout la nature qui est confrontée à une crise humaine. Voilà. Et on peut ensuite, on va le faire un petit peu, la caractériser un petit peu mieux, cette crise humaine. Mais effectivement, il y a un changement de posture à opérer. Parce que ça, c'est fondamental. Hein. Ce n'est pas aux sociétés humaines de résoudre les problèmes. Pourquoi faire? Pour se préserver. Surtout pas. C'est aux sociétés humaines de se changer, de se réinventer en profondeur, pas de se préserver, pour préserver la nature d'elle-même. Des sociétés, pour, dans un second temps, protéger aussi l'humanité. On ne peut pas avoir à la fois la préservation de l'humanité et à la fois la préservation de nos modèles de société. C'est incompatible. Vous avez également vu ça, donc je vais passer très vite, les limites planétaires, 9 limites à ne pas dépasser pour maintenir l'habitabilité de la planète Terre. Voilà. Sur les 9, on en a déjà dépassé 6, on est même proche d'une 7e, qui concerne l'acidification des océans. Sur les 9, il n'y en a qu'une qui va à peu près bien, ça concerne la couche d'ozone. Bref, donc nous en sommes là, dans une situation de dépassement écologique planétaire. C'est-à-dire que la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte. La courbe rouge, c'est l'empreinte écologique, la courbe verte, c'est la biocapacité. Ce sont les indicateurs qui sont conçus et évalués par le Global Footprint Network. Ils ont leurs défauts, ils ne sont pas parfaits, on pourra en parler. N'empêche qu'aujourd'hui, ce sont les meilleurs proxys
les meilleures approximations dont on dispose pour évaluer d'un côté la courbe rouge, la somme des pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre, et de l'autre côté la courbe verte, la limite. Ah oui, putain, non, excusez-moi, j'ai eu peur. Je croyais que le timer disait que ça faisait 1 heure que je parlais. Non, il me reste 1 heure. Ouf, j'ai eu peur, d'un seul coup, j'ai eu très peur. Ok. Là, il y avait un trou spatio-temporel là, qui s'était passé. Bref. Ok. Donc, la courbe verte, c'est la limite. Et nous, c'est les activités humaines sur Terre, infligent globalement plus au système Terre que ce qu'il ne peut encaisser, et ce depuis plusieurs décennies, puisque d'après le Global Footprint Network, c'est depuis le début des années 70, à peu près, même à peu près 1970, que les courbes se sont croisées. Alors ça veut dire quoi quand la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte? Ça veut dire essentiellement 3 choses. En amont, ça fonctionne comment? En amont, on prélève des ressources. On prélève des ressources non renouvelables de la lithosphère, on puise dans des stocks. Ou on prélève des ressources renouvelables de la biosphère, mais à partir du moment, et c'est de plus en plus le cas, où on les prélève plus vite que leur taux de renouvellement, ça ne marche pas. Ça marche qu'un certain temps, et après, ça ne marche plus. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ça ce que ça signifie, la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte. Ensuite, ces ressources, on les transforme avec de l'énergie, en biens, en services, en bouffe, en infrastructure, tout ce que vous voulez, ce sont les activités humaines, ce sont les sociétés humaines. Au passage, qu'est-ce qu'on fait? Au passage, on dégrade la nature, et on transforme la nature. Et quand la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte, ça veut dire qu'on dégrade plus vite que la capacité de la nature à se réparer, et qu'on la transforme plus vite que sa capacité à s'adapter. Et en aval, on génère des déchets et des pollutions, et la courbe rouge étant au-dessus de la courbe verte, ça signifie qu'on le fait plus vite que la capacité du système à réintégrer ces déchets et pollutions dans des cycles naturels. Voilà ce que ça signifie globalement. Je schématise beaucoup, mais c'est ça globalement, que la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte. Et voyez-vous, on est juste... Est-ce que... Ouais, donc j'en parlerai juste après. Okay. Bon, bref, la situation est-elle claire maintenant, mesdames et messieurs? Ça clive un peu. Voilà. Non, effectivement, merci d'avoir répondu oui, mais c'était un piège. Et non, précisément pas. Précisément pas. Parce que quand bien même je vous ai fait un état des lieux multidimensionnel, quand bien même on a convoqué certaines études magistrales, comme les limites planétaires, d'ailleurs, Dorothée, ici, vous en a parlé, on n'est pas encore vraiment totalement dans de la systémique, même si cette étude, elle n'est pas simpliste, hein, et elle fait interagir les choses les unes avec les autres. Malgré tout, on reste quand même dans une sorte d'état des lieux poly-silo. Voilà, on a plein de choses différentes sont en train de se passer les unes à côté des autres. Et elles s'interagissent un peu entre elles, certes, mais bon, on n'est pas totalement les 2 pieds dans la systémique. Et ça change tout. Ça change absolument tout. La systémique, j'espère que maintenant vous le démontrez dans les prochaines slides, ce n'est pas un petit plus qui permet d'amener la compréhension un peu plus loin, mais c'est bien quelque chose qui change fondamentalement la nature même de ce que l'on comprend, à la fois des enjeux et des solutions. Bref, donc je prends cet exemple pour expliquer. Le changement climatique n'est pas un problème de fond, c'est seulement un symptôme, mesdames et messieurs. Un symptôme du problème de fond, qui est que notre civilisation est une méga machine qui convertit la nature en déchets. On prend, on transforme, on détruit, on rejette. Il y a quelques rebouclages, quelques boucles de circularisation, mais c'est infime par rapport à la civilisation. C'est massivement linéaire. On transforme la nature en déchets et on le fait trop vite. La courbe rouge est au-dessus de la courbe verte. Voilà le problème. Les déchets et les pollutions sont de 3 natures, solides, liquides, gazeux. Parmi les gaz, il y a des catégories de gaz qui détraquent le climat. La question du changement climatique est un des multiples symptômes de cette maladie. Si demain nous avions une énergie parfaitement décarbonée, ce serait évidemment largement mieux. Nous soulagerions le symptôme changement climatique. Pour autant, si nous ne faisions que ça, nous aurions une énergie toute décarbonée soit-elle au service d'une machine qui convertit la nature en déchets. Et aujourd'hui, lorsque l'on déploie et développe massivement des renouvelables, est-ce qu'on est du côté de la solution, mesdames et messieurs? Du point de vue du climat, peut-être. Et rien que pour ça, ça vaut le coup, peut-être. Mais il faut quand même garder en tête que de certains autres points de vue, non. Il n'y a pas de cohérence systémique, pas de cohérence globale. On ne fait pas diminuer, repasser la courbe rouge sous la courbe verte. Au contraire, on intensifie les flux extractifs en amont et les flux de pollution en aval et les flux de destruction entre les deux. On intensifie la pression sur des écosystèmes, sur des espèces, sur des populations locales également,
avec à la fois des effets sur les droits de l'homme souvent et des effets sur la santé publique. On intensifie la pression sur les aquifères, on intensifie la pollution. Tout ça dans l'espoir de soulager un des symptômes au détriment des autres. Et on ne travaille pas sur le fond du problème. Alors pourquoi c'est important de bien expliquer, effectivement, comme je viens de le faire, que le changement climatique et tous les autres problèmes qu'on a évoqués jusqu'ici ne sont pas des problèmes, mais des symptômes, seulement des symptômes. Pour expliquer cette différence essentielle, fondamentale, j'utilise une métaphore qui ne fait pas super plaisir, mais bon, au point où on en est, ce n'est pas très grave, et qui a le mérite d'être extrêmement claire. Imaginez que vous ayez des problèmes de tête récurrents. Imaginez que vous ayez des problèmes de peau, que vous ayez également des problèmes de transit persistants. Voilà. Eh bien, si vous traitez ces choses comme différents problèmes, j'ai une excellente nouvelle, il existe des solutions pour les problèmes de tête du paracétamol. Pour les problèmes de peau, vous allez voir un spécialiste, un dermato. Le dermato va vous dire, voilà la bonne pommade pour vous. Et puis pour les problèmes de ventre, vous allez voir un autre spécialiste, un gastro-entérologue. Il va vous prescrire, va vous dire, ça c'est une tisane qui est parfaite pour vous. Vous avez 3 problèmes, vous avez 3 solutions. Vous pouvez, avec ces petits aménagements quotidiens, continuer à vivre parfaitement normalement sans vous remettre trop en question. Sauf si ce ne sont pas des problèmes, mais des symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, c'est-à-dire un dérèglement systémique de votre organisme. Si le dérèglement est systémique, traiter les symptômes ne résout pas le problème. Nous ne soignons pas le cancer par paracétamol, plus pommade, plus tisane. Et ça n'a pas été compris, y compris par la quasi-intégralité des scientifiques eux-mêmes, qui ne sont pas systémiciens, et qui sont chacun dans leur silo. Oh, je sais, les climatologues, certains climatologues en tout cas, diront « il est bien gentil Keller, mais on ne l'a pas attendu pour faire de la systémique. Hein, le climat, c'est un problème systémique. » Ah, mais bien sûr, le climat, c'est un problème systémique. L'énergie, c'est un problème systémique. L'eau, c'est un problème systémique. La biodiversité, même si on l'a moins compris, c'est un problème systémique. Tout ça, c'est des problèmes systémiques. En silo. Ce n'est pas parce que c'est systémique que ce n'est pas dans des silos. Ça reste dans des silos. Et la seule systémique qui vaille, parce qu'elle permet de faire fonctionner ensemble tous les autres silos, c'est la systémique du système dynamique complexe qui est constitué à la fois du système Terre et de l'anthroposphère. Il n'y a que cette dynamique-là qui va. Et donc il faut englober dans cette systémique tous les autres enjeux. Le changement climatique n'est qu'un sous-enjeu. Attaquer le changement climatique comme si c'était la finalité, c'est se tromper. Il faut s'attaquer à la base, il faut faire descendre la courbe rouge sous la courbe verte, et miraculeusement, si on arrive à faire ça, tous les autres problèmes vont se soulager. On ne fait pas ça, on essaie de se soulager avec des options essentiellement techniques, politiques aussi, normatives, mais ça ne fonctionnera pas. Tout ce que l'on peut espérer, c'est de faire en sorte que ce symptôme-là s'aggrave moins vite, au détriment des autres symptômes, temporairement. Il y a des gens qui travaillent sur les enjeux d'accès aux ressources dans la lithosphère, des gens qui travaillent sur les enjeux de l'eau, tout ce qui est lié à l'eau, les gens qui travaillent sur les enjeux liés à la cryosphère, la fonte des glaces par exemple, en Himalaya, ça va être très grave ce qui va se passer là-bas. Nous avons des enjeux liés à l'atmosphère, notamment la pollution atmosphérique. Nous avons des enjeux liés à la biosphère, des gens qui travaillent et qui luttent pour protéger des populations de telle ou telle espèce animale ou des écosystèmes, des gens qui travaillent sur le sol et notamment la bouffe, tout ce qui concerne l'agriculture, et des gens qui travaillent sur tous les problèmes humains. Et si un jour, miraculeusement, il ne faut pas y compter, nous arrivions à résoudre tous ces problèmes, nous aurions paracétamol, plus pommade, plus tisane, et le cancer serait toujours là. Une autre étude, je ne sais pas si vous l'avez évoquée avant mon passage, Limits to Growth, elle a été évoquée? Ok, tant mieux, je gagne du temps. Voilà, donc ça ne se lit pas comme du Marc Lévy, n'empêche que je vous recommande d'y aller. Ouais. C'est un peu raide, un peu comme lecture, mais bon, si vous ne lisez pas le bouquin, au moins lisez sur le bouquin des choses intéressantes. Et n'allez pas lire les critiques à la con des écomodernistes et autres partisans de la croissance verte, ou de la croissance tout court d'ailleurs, qui vous racontent que les Limits to Growth, ils se sont trompés parce qu'ils avaient prédit que... Voilà, ce n'est pas la peine de continuer la phrase, puisque à partir du moment où on dit ça, on se trompe. Ils n'ont rien prédit du tout, c'est un modèle qui consiste à essayer de voir, quand on change des paramètres en entrée, ce qui se passe en sortie. Ils ont élaboré un certain nombre de scénarios, et aujourd'hui, effectivement, nous sommes proches de un de leurs scénarios, business as usual, 2 pour les puristes, et je vous laisse aller voir, je ne développe pas. Et malheureusement, ce scénario ne se termine pas super bien, puisque dans ce scénario, potentiellement, ce n'est pas une prédiction une fois de plus, c'est juste un modèle, mais d'après ce modèle, la courbe de la population mondiale commence à chuter à partir des années 2040. Voilà. On verra bien, ce n'est qu'un modèle, une fois de plus, il dit pas, c'est pas censé être une prévision, n'empêche que, attention,
Pourquoi ce modèle-là se tromperait-il à ce point-là à l'avenir, sachant que pour l'instant, il est très juste depuis une cinquantaine d'années? Nous avons dans ce bouquin, en tout cas, une chose très importante à saisir. C'est que lorsque on applique une pression croissante à un système qui a une limite, pression, c'est la courbe rouge, c'est la même que tout à l'heure, la limite, c'est la courbe verte, c'est la même que tout à l'heure, que se passe-t-il? Tant que la courbe rouge est en dessous de la courbe verte, ça va. Alors on peut repousser la limite, on peut rester en dessous, la limite on ne peut pas la repousser à l'infini, donc à un moment ça commence un peu à stagner et on peut continuer à croître, mais tant qu'on reste en dessous de la ligne verte, ça va. C'est-à-dire que la pression croissant, on détruit plus vite, mais comme le système se répare encore plus vite, finalement ça tient. Bon. Mais je vous ai dit qu'on n'en était pas là, je vous ai dit que ça faisait une cinquantaine d'années que la courbe rouge était passée au-dessus de la courbe verte. Alors qu'est-ce qui se passe quand la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte? Immédiatement la courbe verte commence à décliner. Parce que lorsque l'on détruit plus vite que la capacité de réparation de la nature, sa capacité de réparation future, elle est moins bonne. Quand on pollue plus vite que la capacité d'absorption des pollutions, la capacité future d'absorption des pollutions, elle est moins bonne. Quand la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte décline. Deuxième leçon à comprendre, c'est que la courbe rouge va repasser sous la courbe verte. Quoi qu'on fasse, ou quoi qu'on ne fasse pas. On peut l'organiser. On peut décider, on va tout faire pour, et puis on va organiser cette descente énergétique et matérielle, on va régénérer la nature, et puis on va faire en sorte que la courbe rouge repasse en dessous de la courbe verte. Par contre, ça voudrait dire abandonner notre modèle économique. Ça voudrait dire changer fondamentalement les rapports de force économiques sur Terre. Vous voyez tout de suite le problème. Et on pourrait décider de faire ça. Si on y arrivait, ça serait très bien. On pourrait peut-être piloter cette descente. Sauf si on ne le fait pas, on la subira dans ce cas-là. Parce qu'elle va se produire. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, une fois de plus, prendre plus que ce que la planète peut régénérer. On peut le faire juste à un moment. Mais si, au bout d'un moment, ça ne marche plus. La courbe rouge va repasser sous la courbe verte. Deux options donc. Elle passe en dessous de la courbe verte rapidement, sans que celle-ci se soit effondrée entre-temps. Et le système peut, en théorie du moins, se mettre à osciller autour d'une position d'équilibre et pas se casser la gueule. Soit, et on prend aujourd'hui le risque vraiment de se retrouver dans cette situation-là, on y va à grands pas, soit on maintient la pression, tandis que la courbe verte commence à décliner. Et ce qui va se passer, c'est que la courbe rouge repassera de toute manière sous la courbe verte, mais sous une courbe verte qui, entre-temps, se sera effondrée. Je vous laisse imaginer ce que ça signifie si la somme des pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre s'effondre. Nous allons donc avoir une descente énergétique et matérielle parce que la courbe rouge va repasser sous la courbe verte. Et parce qu'on atteint les limites, mesdames et messieurs, même on les a dépassées allègrement dans un certain nombre de cas. Donc oui, on va développer des choses en plus, on aura peut-être un peu plus de certaines formes d'énergie à certains endroits temporairement, ou de certaines formes de matériaux à certains endroits temporairement, en fonction de où on se trouve, de quoi on parle, de qui on est, de la richesse dont on dispose, etc. Ce ne sera pas effectivement quelque chose d'uniforme, mais l'humanité va vivre une descente énergétique et matérielle dans les prochaines années et décennies, et même les ultra-riches vont le sentir passer. Peut-être pas en premier, mais ils vont le sentir passer. Ils ne l'ont peut-être pas encore compris. Ils pensent qu'ils pourront toujours s'enfuir. Mais ce n'est plus le cas. Au bout d'un moment, on tourne en rond. Cette descente énergétique et matérielle, malheureusement, moins de moyens, ça va s'accompagner de plus de problèmes, puisque ça se fait sur le changement de régime climatique, avec des disruptions écologiques, des raréfactions, des pénuries, des déstabilisations sociétales et des conflits. Et je ne suis pas là pour vous faire peur. Voilà, je suis là pour simplement vous expliquer un certain nombre de choses. Face à ça, nous avons des vulnérabilités, mesdames et messieurs. Parmi ces vulnérabilités, nous avons le fait que tout dépend du transport. Et les transports, tous dépendent de pétrole abondant et bon marché. Même le train en France, s'il n'y a pas de pétrole abondant et bon marché, au bout de quelques mois ou quelques années maximum, ça s'arrête de fonctionner. Comment on entretient les voies, comment les agents de la SNCF vont au travail, etc. Nous sommes dépendants pour tout de systèmes de réseaux et d'infrastructures au gaz, électricité, télécommunications, etc., qui, pour leur bon fonctionnement et leur maintenance, demandent énormément d'énergie et de matières premières en permanence, sinon ça se dégrade, et ça se dégrade de plus en plus vite si on n'est pas capable de faire les travaux. Nous dépendons, c'est une autre vulnérabilité selon moi, nous dépendons de technologie pour tout. Alors, je ne suis pas technophobe, n'empêche qu'aujourd'hui, on s'est rendu dépendant, tributaire de technologies sophistiquées pour des choses absolument vitales qu'on ne sait plus faire autrement. C'est-à-dire que si la technologie arrête de fonctionner, on a perdu le poste avec la bonne personne, avec les bonnes compétences, avec les bons outils pour arriver à le faire comme on faisait avant. On a l'impression que le progrès, c'est à sens unique, c'est toujours mieux, ce sera toujours, il n'y a pas de retour en arrière possible. On va être bien surpris, parce que la technologie, c'est super jusqu'au jour où ça arrête de fonctionner, et ce jour-là, il va venir, mesdames et messieurs.
Et puis les systèmes qui sont censés intervenir à ce moment-là pour réparer la panne, eux-mêmes, ils vont arrêter de fonctionner. Alors je n'ai pas dit que c'était demain matin, je n'ai pas dit que tout s'arrêterait d'un coup, je ne sais absolument pas la forme que ça va prendre, mais je suis à peu près certain que dans les prochaines décennies, il y a des choses fondamentales qui vont changer et que d'ici quelques décennies, une génération ou deux, on n'aura plus ce dont on dispose aujourd'hui, les smartphones, les écrans hyper plats, les trucs miniaturisés, tout ça. Je pense qu'on ne pourra plus faire tout ça. Bref, on peut en discuter, hein. Et puis enfin, une autre vulnérabilité, c'est notre manque d'autonomie alimentaire. Cette étude de 2017 a évalué que dans les villes françaises, ce que consommaient les habitants provenait d'un autre territoire à 97,9%. Parce qu'on s'est spécialisé dans les territoires pour être compétitif. Et comme on se spécialise, on produit une certaine quantité de choses. On exporte quasiment tout ce qu'on produit, on importe quasiment tout ce qu'on consomme. C'est comme ça. C'est efficace sur le plan pas énergétique du tout, mais c'est efficace sur le plan économique. Mais ce n'est possible que tant qu'on a une abondance de pétrole bon marché. Voilà. Bref. Et les solutions qui vous sont proposées face à ça relèvent presque tout du développement durable. 87, rapport Brundtland, acte de naissance officiel du développement durable à l'ONU. C'est quoi le développement durable? C'est quoi durable? Qui peut durer? Non, on ne peut pas dire ça. Ce qu'on vous a raconté, c'est que ça voulait dire c'est assurer les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Ça vous parle, ça? Une remarque personnelle, extrêmement mauvaise définition du développement durable, hein. Si véritablement dans le développement durable, ce qui comptait, c'était la durabilité et non le développement, la définition aurait été assurer la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations présentes à répondre aux leurs. Voilà, ça aurait été une vraie définition de la durabilité. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Je referme cette parenthèse. Surtout, le développement durable, c'est pas ça, même ça. C'est pas cette définition-là, c'est la définition grand public vulgarisée. Mais si on lit le rapport Brundtland et d'autres rapports, ce que j'ai fait, c'était un moment très difficile de ma vie, parce que alors pour le coup, c'est vraiment pas du tout du Marc Lévy, c'est totalement imbitable. Mais quand on lit le rapport Brundtland, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de concepts qui sont convoqués, qui sont des concepts partout, hein. Les concepts fondamentaux, ils ont été élaborés par des économistes. Et les économistes, il y en a ici dans la salle? Des gens qui ont une formation d'économie? Ah, il y en a qui lèvent la main. Donc, j'ai vu une personne là. Vous m'arrêtez, sentez-vous libre de m'interrompre si je dis une bêtise. Vous voyez, hein, c'est sans filet. Hein. Les économistes ont un grave problème. Ils voient le monde essentiellement à travers la notion de capital. Alors la durabilité pour un économiste, c'est quoi? C'est léguer aux générations futures une quantité globale de capital qui n'est pas inférieure à la quantité globale de capital dont on dispose aujourd'hui. Et aujourd'hui, le problème, à la rigueur, bon, cette définition, pourquoi pas, elle est très limitée, mais pourquoi pas. Le problème, voyez-vous, c'est qu'on a autre chose qui vient se rajouter à ça, c'est que les modèles économiques qu'on utilise sont des modèles néoclassiques. Depuis les 30 Glorieuses, on va dire, depuis la fin des années 70, les grands débats qu'il y a eu entre les différentes écoles de pensée fondamentalement différentes en économie, les grands débats se sont un peu calmés et il y a une théorie qui s'est majoritairement et massivement imposée, c'est la théorie néoclassique, parce que quelque part les 30 Glorieuses ont démontré que c'était possible, ont démontré qu'elle avait raison, qu'on pouvait croître à l'infini sur un monde fini et qu'en plus c'était bien. Alors évidemment, pour tirer ces conclusions, on a fait totalement abstraction du fait qu'au passage, on était en train de niquer l'habitabilité de la planète Terre. On a fait abstraction du fait que c'était bien pour nous, mais pour d'autres, c'était pas bien parce qu'on pillait leurs ressources. On a fait abstraction du fait que, oui, la croissance a permis un certain nombre de choses, mais s'il n'y avait pas eu, dans certains pays comme le nôtre, les bons investissements dans les infrastructures essentielles, dans le système de santé, dans le système d'éducation, dans les services publics, un certain nombre d'autres choses de cet acabit, il n'y aurait pas eu d'amélioration de notre confort et de notre vie. Dans certains autres pays, il y a de la croissance, pour autant elle est captée par des pays extrêmement corrompus, des niveaux d'inégalité extrêmes, et pas du tout les bons investissements dans les bonnes choses. Donc la croissance en elle-même ne porte rien de positif. Elle permet des choses positives si derrière il y a le bon projet de société. Voilà, bon, passons. Donc on s'est focalisé sur ce qui nous intéressait, on a mis sous le tapis tout le reste, et donc on a considéré effectivement que la croissance... Et donc ça, c'est maintenant l'école néoclassique qui s'est imposée partout, même si
à certains endroits, dans certains instituts de recherche, il y a des gens qui ne sont pas dans cette école-là, mais ils sont très marginaux et surtout très marginalisés. Nous avons aujourd'hui, dans cette théorie néoclassique, des hypothèses, puisqu'elle se base sur des hypothèses. Il y en a plein, et on pourrait en parler pendant des heures, mais je vais surtout ici, je n'ai pas le temps, en développer deux, enfin en citer deux. La première, on la doit à Jean-Baptiste Say, un des pères de l'économie classique, et l'hypothèse est restée jusqu'à aujourd'hui dans les modèles néoclassiques. Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. Dans les modèles aujourd'hui utilisés partout, par tous les pays, à Bercy, à Bruxelles, à Washington et compagnie, par les grandes institutions internationales, l'OMC, le FMI, la Banque mondiale, par les multinationales également, ou les investisseurs, les grands investisseurs, tous les modèles dont on dispose considèrent que les ressources sont inépuisables. Et dans certains cas, maintenant, on considère qu'elles peuvent être épuisables, mais qu'elles sont infiniment substituables. On trouvera toujours quelque chose pour remplacer. Deuxième hypothèse intéressante, on la doit à un groupe d'économistes, mais c'est M. Solow qui a eu le prix Nobel pour cela, qui a quand même été capable, j'ai retrouvé la source, je suis sûr de ma citation, de sortir ça dans un discours officiel 1 an avant ma naissance. M. Solow, aujourd'hui, on lui doit ce qu'on appelle, dans la théorie, le modèle de Solow, qui démontre mathématiquement qu'il est possible de croître de façon infinie dans un monde fini. Ah bon? Ah ben si c'est démontré mathématiquement, c'est que ça doit être vrai. Mais ce qu'on a oublié, c'est qu'au passage, monsieur, pour faire sa démonstration, il a introduit une nouvelle hypothèse. Et cette hypothèse, c'est quoi? La substituabilité des facteurs de production. Dit autrement, l'interchangeabilité des différentes formes de capital qu'on utilise pour produire quoi que ce soit. Donc, j'y retourne. La durabilité, c'est quoi? C'est la quantité globale de capital qui ne diminue pas au cours de temps. Mais comme les différentes formes de capitaux sont interchangeables entre elles, alors, imaginons qu'il n'y ait plus d'insectes pollinisateurs. On met des drones à la place. C'est interchangeable. Les drones ne marchent plus, on le fera à la main. C'est interchangeable. Ah bon? Imaginez qu'on coupe tous les arbres de la planète. Si on les laisse pourrir sur place, oh, perte de capital naturel. Si on transforme par contre ce capital naturel en des objets, des outils, mobilier, immobilier, machines, usines, énergie, il n'y a pas de perte de capital, il y a transfert d'une forme de capital vers d'autres formes de capital, la quantité globale de capital ne diminue pas au cours du temps, c'est durable. Au début des années 90, il y a un... Ah, petit bug, pas grave. Il y a un groupe d'économistes et de scientifiques qui se sont réunis et qui ont dit, en réaction au rapport Brundtland, qui ont dit mais c'est totalement absurde cette notion de durabilité telle qu'elle est définie là. Pour que ce soit durable, il faut rajouter énormément de critères en plus. Par exemple, le fait de ne pas épuiser les ressources non renouvelables plus vite qu'on est capable de trouver des substituts, ne pas épuiser les ressources renouvelables plus vite que leur taux de renouvellement, ne pas polluer plus vite que la capacité des systèmes naturels à absorber ces pollutions, patati, patata. Ça y avait pas tout, c'était pas parfait, mais on allait quand même dans le bon sens, dans celui du bon sens. Bref. Et donc aujourd'hui, ça s'appelle la durabilité forte, et il y a des modèles qui existent d'économie en durabilité forte, mais qui sont des modèles peut-être encore un peu imparfaits, parce qu'on ne trouve pas forcément non plus beaucoup de financement pour travailler là-dessus, mais c'est surtout des modèles totalement hétérodoxes, marginalisés. Voilà. Donc la durabilité, telle que vous en avez entendu parler, développement durable, RSE, quand vous entendez parler d'économie durable, de croissance durable, tout ça, c'est de la durabilité faible. Et vraiment, allez vous renseigner sur durabilité forte et durabilité faible. La durabilité faible, mesdames et messieurs, dans un monde de ressources finies, c'est non durable. La technologie, bien évidemment, va nous sauver. C'est une autre des promesses du développement et du progrès. Pourquoi? Parce qu'on est super fort en innovation. On ne peut pas tout résoudre, mais on est quand même super balèze. Et donc, on a des gros problèmes et on veut être utile. Et donc, on mobilise nos outils pour résoudre les problèmes. Et on imagine que nos outils sont utiles. Et puis, quand ce n'est pas le cas, quand on voit, par exemple, que les COP, ça continue, malgré les COP, ça continue à empirer dans le mauvais sens et de plus en plus vite de surcroît, est-ce qu'on se dit à un moment « Oh, il faut se réveiller, les gars, on s'éloigne de la cible, là ». Non, on se dit, l'outil est bon. C'est juste que la manière dont on l'utilise pourrait être améliorée. Ça manque de volonté politique. C'est vrai, d'ailleurs. Ça manque de ceci, les marchés, cela, l'innovation, gna gna gna. Il va falloir développer des systèmes de captation et de séquestration du carbone.
Ça, c'est une grosse promesse qu'on nous fait, mais pour l'instant, c'est de la science-fiction, etc., etc. On ne change pas l'outil au sens large du terme, on ne change pas la démarche. On dit non, il faut y aller, il faut continuer, il faut persévérer, ça va finir par marcher. Pour l'instant, on s'éloigne de la cible, quand même. Donc, on ne remet pas en question l'outil, on remet en question la perception qu'on a du problème pour qu'il corresponde à notre outil. Et on finit par ne faire jamais que ce qu'on sait déjà faire, s'attaquer juste aux choses sous l'angle technique. Quand votre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou. Voilà, c'est ce qu'on fait. Est-ce que la technologie va nous sauver? Prenons l'exemple de ce dont vous avez évidemment entendu parler, l'intelligence artificielle. Certains nous disent que mais dans l'intelligence artificielle, il y a la solution quelque part, que ça va forcément être une aide considérable pour résoudre les problèmes. Oui, pour l'instant, c'est une aide considérable pour extraire plus de pétrole. Quand on met un nouvel outil sur la table, il n'y a pas que les good guys qui peuvent s'emparer et mobiliser le nouvel outil. Tout le monde peut le faire. Et les plus puissants du système, eux aussi, peuvent le faire pour maintenir leur emprise et leur domination. Donc, réfléchissez bien à ça. L'innovation technologique, qui va utiliser votre outil pour faire quoi derrière? Globalement, dans toute l'histoire, le constat que l'on peut tirer a posteriori, c'est que l'innovation technologique a accéléré les problèmes. Quasiment systématiquement. Les bonnes choses, parce qu'il y en a eu, ont été annihilées par les mauvaises. D'ailleurs, l'innovation, souvent, ça permet de réduire l'impact unitaire. Mais comme c'est compensé derrière par une croissance, surcompensés, les efforts unitaires sont annihilés par la croissance globale. Bref, face à ça, dernière chose avant de passer à la deuxième partie de mon intervention, la décroissance. Ben oui, il faut en parler de la décroissance. Et moi, je ne suis pas ici en tant que militant, partisan de quoi que ce soit. Par contre, ce que je veux à tout prix faire, c'est recadrer ce débat, parce que c'est un débat essentiel pour notre avenir, et qu'il est totalement vicié, il est pollué par des postures et par des raccourcis simplistes ou fallacieux qu'il faut absolument déconstruire. La décroissance n'est pas l'inverse de la croissance. Première chose, même si le mot est atroce, c'est totalement con ce mot, mais passons. Ce n'est pas l'inverse de la croissance. La croissance est définie comme la croissance d'un indicateur, le produit intérieur brut. Le contraire de ça, c'est la récession. Et si ça se prolonge, ça devient une dépression économique. Voilà. Et ce n'est pas du tout ce qu'est la décroissance. Ça n'a rien à voir avec un indicateur. Au contraire, c'est justement dépasser cet indicateur et ne pas en faire notre boussole, ne plus en faire notre boussole. C'est un projet politique qui consiste à aller vers un autre modèle de société. Donc on n'est pas du tout dans une décroissance d'indicateurs. Donc les gens qui disent, et peut-être qu'il y en a dans cette salle encore jusqu'à aujourd'hui, mais les décroissants sont fous, parce que ce serait une casse sociale terrible. Non, c'est faux, ça c'est la récession et la dépression qui seront une casse sociale terrible. La décroissance, c'est essayer d'organiser une descente énergétique et matérielle parce qu'il n'y a pas le choix, tout en changeant en profondeur le modèle économique et social pour limiter au maximum la casse sur le plan social. Et je n'ai pas dit que c'était parfait, d'ailleurs ils ne sont pas tous d'accord entre eux, le décroissant, il y a différentes sous-écoles de pensée que je ne maîtrise même pas totalement, ce n'est pas mon sujet. Simplement, je vous dis, il faut changer de point de vue vis-à-vis de croissance, décroissance et croissance verte entre les deux. La croissance verte entre les deux, ça ne marche pas, hein. Ça n'a jamais marché. Ça, c'était avant-hier, je l'ai intégré juste avant. Bruno Le Maire, croissance et climat sont compatibles. Ah ben si c'est dit avec un point d'exclamation, alors c'est que c'est forcément vrai. Je ne crois pas à l'idéologie de la décroissance et je la combattrai, dit l'idéologue de la croissance. Voilà, parce que évidemment, derrière, il y a une dimension idéologique qui peut également se greffer à ça, mais fondamentalement, la décroissance n'est pas plus idéologique, et elle est moins en réalité, que la croissance, ou le croissancisme, voilà, qui est pour le coup, c'est plutôt même, ça tend à lutter, à essayer de débunker une certaine idéologie. Voilà. On nous présente les choses comme s'il y avait deux visions du monde subjectives. D'un côté, ceux qui disent qu'une croissance verte est possible, de l'autre côté, ceux qui disent que c'est impossible, et puis entre les deux, vous faites votre choix, parce que finalement, c'est un choix individuel, ce n'est qu'une divergence de nature idéologique. Ben non, en fait, il y a une différence fondamentale, c'est qu'à gauche, ça ne tient pas compte des réalités biophysiques et des contraintes du monde naturel, du monde réel, des limites écologiques et des lois de la nature, alors qu'à droite, ça en tient compte. Du moins ça essaie, c'est pas parfait, mais ça essaie d'en tenir compte. Voilà la différence fondamentale. Je précise que donc ce n'est pas un projet de société, la décroissance, mais simplement une stratégie pour aller d'un projet de société qui est insoutenable vers, tenter en tout cas d'aller vers un paradigme qui est post-croissance et qui est soutenable. Et dans ce paradigme, des choses doivent croître,
Des choses doivent être créées, des choses en plus d'ailleurs. Mais on est plus sur du qualitatif que du quantitatif dans des pays comme le nôtre. Nous, ça va. On a assez. On a assez en quantité. Maintenant, il faut améliorer la qualité. Voilà. Et d'autres ont besoin de plus de quantité. Mais au niveau global, ça doit décroître. Les flux d'énergie et de matière à la baisse. Bon. Donc l'idée, en tout cas, de la décroissance, c'est d'essayer d'organiser cette descente énergétique et matérielle avec une redistribution au milieu. Mais bon, on est d'accord, hein. Ça veut dire qu'il va falloir opérer des renoncements. Ça, c'est la théorie. Hein. Je dis, il va falloir, je ne me leurre pas. Il faudrait idéalement opérer des renoncements. Ça veut dire choisir les choses, si possible de manière démocratique, ce serait mieux. Donc ouvrir une conversation, à quoi est-on prêt à renoncer? Et je précise rapidement que le renoncement n'est pas de la privation. Voilà, petite parenthèse que j'ouvre, parce qu'il faut également faire passer ce message. Parce que sinon, si on dit aux gens qu'il faut renoncer, les gens tout de suite, privation. Non, alors justement, il faut démonter, réfuter cette idée. Je prends pour cela un exemple personnel. Je n'en fais pas pour autant du prosélytisme de quoi que ce soit. C'est juste un exemple d'illustration d'un cas de renoncement. Moi, j'ai arrêté de manger de la viande il y a maintenant 12 ans à peu près. Un peu plus de 11 ans. Et totalement. Je suis devenu entièrement végétarien. Et la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est parce que ce renoncement à la viande, il n'a pas été évident pour moi. Il n'a pas été évident parce que j'ai toujours mangé énormément de barbac. Et je ne vous raconte même pas la charcuterie, et puis les produits du sud-ouest, moi je suis de Bordeaux, et puis le poisson, les fruits de mer. Enfin voilà, on est à Arcachon aussi ici. Ce n'est pas forcément hyper facile de manger végétarien. Et vegan, je ne vous raconte même pas. Mais globalement, voilà, moi je suis né là-dedans, j'ai toujours bouffé, j'ai toujours adoré ça. Et un jour, je me suis retrouvé avec une compagne qui a décidé de faire le pas et de devenir végétarienne. Et c'est vrai que c'était tout à fait compatible avec ce que je racontais, un certain nombre de choses que mon expertise me poussait à dire. Il y avait une dissonance cognitive en moi. J'ai donc bien volontiers décidé de diminuer, et j'ai décidé de diviser par 5 ma consommation de viande et de produits laitiers, et de poissons et tout ça. Mais les derniers 20%, il était hors de question que j'y touche. Hors de question. Et pendant 1 an, elle a fait le pas, elle est devenue entièrement végétarienne. Et pendant 1 an, elle a essayé de me convaincre. Je dis, mais arrête, je n'arrêterai jamais de manger de la viande. Jamais. Divisé par 5, c'est déjà pas mal. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est de vivre avec quelqu'un qui a fait la transition et de voir ce que ça donnait. Et j'ai vu qu'en fait, quand on renonce à la viande, en l'occurrence, eh bien, on ne continue pas à manger exactement pareil, la viande en moins. Qu'est-ce que tu manges, toi? De garniture. Des accompagnements. Je mange des accompagnements. Ça n'a pas de sens. Donc, quand on arrête une chose, on se réorganise. Et on réapprend à manger. On réapprend littéralement à manger. On réapprend peut-être aussi un peu à cuisiner, mais pas nécessairement. On n'a jamais été de très grands... On n'a pas beaucoup de temps à passer à la cuisine, ni elle ni moi, donc ce n'est pas non plus nécessaire. Donc on découvre des nouveaux produits, des nouvelles recettes, des trucs absolument dégueulasses, et des trucs absolument formidables, et on réapprend à manger. Voilà. Donc c'est pareil pour le reste. Quand on renonce à une chose, on se réorganise. Il n'y a pas de privation. D'accord? Moi, j'ai passé le cap 1 an après elle. Je n'ai jamais ressenti de frustration. Je me fais tout autant plaisir qu'avant, et je suis peut-être même en meilleure santé qu'avant, même si j'ai pris un peu... Bref, voilà. Et donc, c'est foutu, il est trop tard, il n'y a plus d'espoir. Je ne veux pas entendre ce genre de choses. Ça n'a pas de sens. On peut évidemment penser tout ça. C'est foutu, pourquoi? Mais qu'est-ce qui est foutu? Certaines choses le sont, malheureusement, oui. Et d'autres ne le sont pas, ou pas encore. Bon ben voilà, tous sur le pont, il faut se battre, il faut défendre tout ce qui n'est pas encore foutu et qui vaut la peine d'être défendu. Point. Hein, jusqu'à présent, on pouvait tourner en rond en se disant « ouais, j'y vais pas ». Non, oui, voilà. On y va là, on y va. Hop, on se remonte les manches et on sauve tout ce qu'il y a à sauver. Est-ce qu'il est trop tard pour éviter une catastrophe? Oui. On est déjà les 2 pieds dedans, ça va s'accélérer et nous avons devant nous des ruptures de continuité majeures qui nous attendent. Oui, il va y avoir des catastrophes humaines, écologiques, sociales, etc. Oui. Bon. Mais il n'y a pas tout va bien ou tout va mal. Il y a 1001 catastrophes possibles. Il y a des catastrophes dont on ne se relèvera pas et des catastrophes dont on peut se relever. Il y a des catastrophes dont on peut limiter la casse et on peut apprendre à les gérer en se serrant les coudes. Et finalement, au passage, même si c'est compliqué, on peut même y retrouver certaines choses essentielles. Et les catastrophes où non, c'est juste le chaos et la tragédie. Donc, il n'est jamais trop tard pour éviter que ce soit encore pire. Tous sur le pont. Il n'y a plus d'espoir. Ben pour ce système, non. Non, il n'y en a plus. Mais si ça signifie du coup, il n'y a plus d'espoir du tout, ça c'est triste.
Non, non, on peut construire d'autres espoirs pour d'autres choses. Maintenant, allons-y. Comment on réagit à tout ce que je viens de dire? Déjà, on déconstruit un certain nombre d'idées. L'idée numéro 1 qu'il faut déconstruire, c'est qu'il y a des solutions, qu'on va trouver des solutions. Il faut sortir du solutionnisme. Même s'il y a plein de solutions à trouver, à plein d'enjeux, de sous-enjeux, globalement, ce n'est pas la bonne approche. Ça ne veut pas dire que les gens qui cherchent des solutions à des choses spécifiques, je les dénonce ou je les critique. Il faut. Mais ce n'est pas la somme des solutions qui fera la réponse. Ce n'est pas vrai. Donc il faut comprendre aujourd'hui que... Parce que moi, tout le temps, c'est ça. Mais monsieur Keller, c'est quoi les solutions? C'est la mauvaise question. Il ne faut pas trouver des solutions, il faut se préparer à ce qui arrive. Et le fait d'être en capacité collectivement de le gérer sans que ce soit le chaos, c'est possible. Il y a d'ailleurs des couillons comme moi qui l'enseignent, donc c'est possible. Mais ça ne s'improvisera pas. Ça ne s'improvisera pas. Ça prend du temps, des années. Et le temps coule, le temps passe. Il va falloir se raconter de nouvelles histoires pour changer nos imaginaires. Les histoires changent la perception qu'on a de l'avenir, ce qu'il peut, ce qu'il devrait être éventuellement. Est-ce que c'est ça, l'avenir qu'on veut mettre en avant? Il y a aujourd'hui plusieurs milliers, peut-être même plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars qui sont investis dans des projets de Smart City. Bon, alors apparemment, ça motive beaucoup de monde. Mais les Smart Cities, c'est des milliers et des millions d'objets connectés qui ont des durées de vie de 2 à 4 ans. Donc, on est tributaire de flux d'approvisionnement qui ont un impact écologique en amont et un impact écologique en aval pour les pollutions. Mais aussi, on n'est pas résilient, parce que si ce flux s'arrête, la ville ne fonctionne plus. On est une ville piratable, qui sera à l'ère des cyber-risques piratée, c'est donc une vulnérabilité supérieure. Et de surcroît, cette ville connectée où on sait en permanence où tout le monde est, c'est quand même le rêve de tout dictateur. Donc si ça vous fait rêver la Smart City, je vous invite chaleureusement à réviser votre rêve. Est-ce que c'est ça, le rêve? Ça, c'est le rêve d'Elon Musk. Sa boîte Neuralink consiste exactement à faire ça. Alors évidemment, c'est expérimental pour le moment. Je n'ose même pas imaginer ce qu'on fait à ces pauvres singes. Mais la réalité, c'est que demain, il veut faire ça. Oh, bien évidemment, ce sera démocratique. Bien évidemment, Elon. Est-ce que c'est ça l'avenir qu'on veut? Est-ce que c'est ça l'avenir qu'on veut? Alors peut-être qu'intuitivement, certains se disent, là, pas tous, mais certains, ah, ça c'est mieux quand même. Oui, parce qu'il y a des gens qui, au niveau local, se mettent ensemble pour produire une partie de choses essentielles, un peu d'énergie, de bouffe, l'habitat. Et effectivement, là-dedans, il y a énormément de bon sens. On travaille sur les choses essentielles ensemble. Il y a des bonnes valeurs également. Mais le problème, c'est que ça fait envie à qui, ces images? À quelques-uns. Il y en a dans cette salle. Mais à quelques-uns seulement, et vous le savez. Vous savez que l'on fait de l'entre-soi. Vous savez que ça ne plaît pas à 99% des gens. Et ce n'est pas une solution si on reste enfermé dans certains imaginaires et certaines imageries. Il faut donc multiplier la manière dont on en parle, tout en conservant certains concepts et certaines notions fondamentales, les mêmes. Comment on en parle? Qui incarne ça? C'est quoi les valeurs, etc. C'est quoi les images? La guerre des imaginaires de l'avenir a commencé. Aujourd'hui, on a un avenir plus vite, plus haut, plus fort. On va toujours s'en sortir. Quand cet imaginaire-là va finir de se craqueler et disparaître, j'ai l'impression que ce qui va prendre le relais massivement aujourd'hui, parce que c'est ce qui est en train de se préparer, ce sont des imaginaires nous contre eux. Ce sont des imaginaires de repli. Et il faut plutôt essayer de faire en sorte que nous avec eux, faut donner une chance à nous avec eux. Il existe, ce n'est pas moi qui ai inventé, des façons de collaborer. Pour autant, c'est tout petit aujourd'hui, j'ai l'impression, face au nous contre eux. Et ça, c'est grave. Et ce n'est pas juste, là, mon avis personnel que je vous donne en tant que personne, mais c'est vraiment mon avis en tant qu'expert des systèmes résilients. Dans un contexte où il y a moins d'énergie, moins de matières premières, moins de bouffe, potentiellement aussi beaucoup, pas si loin qu'on se l'imagine, ceux qui vont s'en sortir dans la durée, ce sont ceux qui s'entraident. Sauf que s'entraider, mais tout le monde s'entraide. On s'entraide avec les siens. Les siens, les miens. Alors ça ne marche pas. Parce que si on s'entraide juste au sein de communautés, c'est communauté contre communauté, et cette entraide est clivante. Il faut nécessairement, pour que ça fonctionne, que la solidarité soit intercommunautaire et interterritoriale. On n'est jamais résilient si le reste de la société autour ne l'est pas aussi. Ça ne marche pas, ça. Donc il nous faut des imaginaires inspirants, vecteurs d'espoir, mais d'espoir lucide. Il y a quelque chose dont je voudrais parler également, c'est la peur.
Mon propos, la première partie en tout cas, fait peur. Je le sais. C'est une bonne chose. Il est temps d'avoir sérieusement la trouille. Et certaines personnes sont totalement allergiques à ça. Certaines personnes disent « Non, il ne faut pas faire peur parce que ça paralyse ». J'étais il y a quelques semaines avec un groupe de journalistes engagés. C'était leur obsession apparemment. Comment on parle de tous ces sujets sans trop faire peur? Parce qu'on sait que la peur, ça paralyse. Et il y a des gens éminents dont vous avez entendu parler, mais je ne citerai pas de nom, qui sont beaucoup plus célèbres que moi, qui passent dans les médias et qui en permanence répètent ça. Les gens qui font peur sont dangereux. La peur, ça paralyse. C'est contre-productif, ça génère des choses négatives. Et donc, il ne faut surtout pas faire peur. Alors, les sujets qu'on aborde font peur, donc juste après, il faut dire aux gens « mais on a les solutions ». On connaît les problèmes, on a sur la table les propositions. Non, c'est un problème politique, essentiellement. Il nous reste X années. Alors ces gens-là, avec certains d'entre eux ont les meilleures volontés du monde, les meilleures intentions du monde, pardon, ces gens-là sont des alliés du système. Pourquoi? Eh bien parce que pour mettre un carré potager devant chez soi ou pour mieux recycler ses déchets, il n'y a pas besoin d'avoir la trouille. Pour les petits efforts, il n'y a pas besoin de ficher la trouille à tout le monde. Mais pour une remise en question profonde et fondamentale, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau sociétal, pour une mobilisation massive contre un système et pour un autre, qu'est-ce qui fait que les gens y vont alors que tout les engage à ne pas y aller? Rester tranquillement le cul enfoncé dans le sofa devant Netflix. Qu'est-ce qui fait que les gens vont se tirer parfois même une balle dans le pied, prendre des risques pour changer, se jeter dans le vide vers un inconnu, un truc expérimental, rogner sur les privilèges qu'ils ont pour tout changer alors qu'ils en bénéficient? Mais il n'y a rien qui peut permettre cette remise en question, sauf le sentiment profond et viscéral qu'il n'y a pas le choix. Et pourquoi diable ressentirait-on ça si on n'a pas la trouille? Le vrai changement ne vient que s'il y a la trouille. Et je ne peux pas vous affirmer que 100% des gens qui vont avoir cette trouille en eux vont faire ce qu'il faut derrière. Mais par contre, je vous affirme une chose, c'est que tous les gens qui vont faire ce qu'il faut et tous les gens qui font déjà ce qu'il faut ont un point commun, la trouille. Ils le font pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Et parce qu'ensuite, ils ont décidé de faire quelque chose de cette peur et de se mettre en action, collectivement de surcroît la plupart du temps, et que c'est par l'action qu'on dépasse la peur. Et que finalement, au bout d'1, 2, 3 ans, finalement, la peur est toujours là, mais elle passe au second plan après l'espoir. Pas la vague espérance passive, un espoir actif. C'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas moi qui le dis, si ça ne vous suffit pas. Ce sont les scientifiques. Alors voilà, quand les gens se permettent d'affirmer la trouille, la peur, ça paralyse, ça m'horripile, parce qu'il y a un champ d'études sur la question, et que moi, je me suis farci plus d'une trentaine de lectures, voilà, parce qu'au moins, j'ai essayé d'étudier. Ça ne me fait pas de moi un expert, mais je suis allé voir ce que disaient les experts. Puis juste au jour où je suis sorti sur cette méta-analyse, et je me suis dit, merde, pourquoi je n'avais pas lu celle-ci en premier, puisqu'elle synthétise toutes les autres. En 2015, alors ça date un peu, mais ils ont fait la synthèse des 127 articles publiés précisément sur la question de la peur, est-ce qu'elle mobilise ou paralyse, et la conclusion, elle est claire. Vous irez voir, on fera circuler le... Ça mobilise à chaque fois. À chaque fois. Il n'y a pas de cas identifié où ça ne marche pas. Bien. Alors certains, ce n'est pas immédiat. Certains, ils passent par une phase difficile, une phase de deuil, et après, dans un second temps, ça les mobilise. D'accord? Mais une fois qu'on a dit ça, la peur est indispensable. Et donc, il faut un électrochoc. Et donc, arrêtez d'avoir peur de faire peur. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça suffit? Eh bien non. Effectivement, la peur toute seule, c'est une catastrophe aussi. Sans la peur, il n'y a pas de vrai changement. Tu veux du vrai changement, il faut la peur. Et si tu laisses les gens avec leur peur, ils font n'importe quoi, la plupart d'entre eux. Donc, une fois qu'il y a eu la peur, une fois qu'il y a eu... J'espère que vous avez peur, hein, une fois qu'il y a eu la peur, on va essayer de voir comment on peut essayer de basculer de l'artificialisant au régénératif, même si ce n'est pas parfait, même s'il y a tout un tas d'activités qui ne seront jamais régénératives, mais au global, on peut avoir un truc là qui ne l'est pas, mais compensé, idéalement surcompensé par d'autres qui le sont. Comment on essaie de basculer vers un maximum de régénératif? Et au cœur de tous les enjeux, il y a un enjeu, il y a une notion très importante, celle de résilience collective, qui est très torturée également. Alors je vais aller vite, mais j'explique l'essentiel. Déjà, à la base, c'est la capacité d'un système à résister à un choc, puis, si le choc est trop important, à passer en mode dégradé, à se déformer, à conserver les fonctions essentielles pour rebondir et, dans un dernier temps, aboutir à un nouvel état
plus résilient que l'état d'origine si on a bien fait les choses au passage. Ça, c'est la théorie. La grande majorité des gens qui vous parlent de résilience, ce sont des préconisations qui rentrent dans ce qu'on appelle l'adaptation. Il y a deux grands types de propositions qui sont faites par tous les experts dont vous avez entendu parler, que vous avez peut-être vu comme moi sur une estrade un jour. C'est des propositions d'atténuation et d'adaptation. Les groupes de travail du GIEC, groupe numéro 1, c'est la science du climat, groupe numéro 2, c'est adaptation, groupe numéro 3, c'est atténuation. Voilà. Et quand on parle de résilience, c'est essentiellement des mesures d'adaptation. Et donc, c'est très bien. Je ne suis pas en train de décrier. Les propositions faites par tous les gens qui veulent atténuer, elles sont bonnes à prendre, elles sont vitales même. Les propositions qui sont faites par les gens qui veulent adapter nos sociétés, très bien, prenons-les. Sauf que moi, je suis un expert des risques, mesdames et messieurs. Mon travail, c'est d'anticiper sur ce qui ne fait pas plaisir. Ma posture de risque m'oblige à envisager une troisième possibilité, enfin, plutôt une deuxième possibilité, parce que la première, c'est ça, c'est atténuation-adaptation. Et l'autre, l'alternative, c'est quoi? C'est qu'on n'y arrive pas. C'est qu'on n'arrive ni à atténuer suffisamment vite, ni à s'adapter suffisamment vite. Très honnêtement, je pense que cette troisième option, que personne ne veut regarder en face, est de loin la plus probable, vu les verrouillages du système, tels que je les observe, et vu que les dynamiques nous entraînent toujours plus loin de la cible pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas, ou pas complètement, ou pas assez vite? On va avoir des ruptures de continuité majeures. Et la question, c'est, est-ce qu'on est en mesure de vivre, de passer le cap, et de se réadapter collectivement, spontanément, face à des ruptures d'approvisionnement, par exemple, de choses vitales qu'on ne sait plus faire nous-mêmes? Ah ben non, la réponse est non. Oh, on saura faire preuve à certains endroits de solidarité, tant que ça ne touche pas la bouffe, tant qu'on a de quoi nourrir nos gamins. Mais même en France, on va avoir des problèmes de bouffe, bien avant 2050. Même en France, pour avoir de la bouffe, il faut quoi? Il faut des intrants qui demandent du gaz et ou du pétrole bon marché, il n'est pas sur notre territoire. Ça demande des semences qui ne sont pour la plupart du temps pas produites ici, achetées à des compagnies semencières. Ça demande des machines qui sont tellement sophistiquées qu'on ne sait plus les réparer. S'il n'y a pas la pièce qui vient des États-Unis ou de la Chine, s'il n'y a pas la mise à jour du logiciel, on ne sait plus faire fonctionner la moissonneuse-batteuse à 1 million d'euros, pilotée par GPS. On a besoin d'aide financière de l'Europe, parce que sinon ça se casse la gueule, et on a besoin aussi d'une main-d'œuvre. Oh, puis de pétrole, hein, évidemment, de pétrole. Et puis on a besoin d'une main-d'œuvre étrangère, spécialisée, à bas coût, saisonnière, qui vient produire pour nous parce qu'on ne sait pas faire et on ne veut pas faire. Donc, tout ça, c'est bien gentil, c'est un système qui ne tiendra pas tant que ça. Il ne va pas tenir au-delà de 2050. Qu'est-ce qu'on fait pour prévoir le fait que ça va arrêter de fonctionner? Est-ce qu'on anticipe ou pas? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne le fait pas, pour l'instant. Nous sommes face, mesdames et messieurs, à des risques systémiques. D'un côté, l'approche traditionnelle des risques, c'est la suivante. On considère que les risques, ce sont des événements futurs, probabilité d'occurrence donnée, c'est limité dans l'espace et dans le temps. L'idée, c'est on fait de la prévention des risques, et puis si le risque se matérialise, on mettra en place une gestion de crise. Le but, c'est de revenir à la normale. Deux présupposés. Un, le système est bon, il faut le maintenir, je ne suis pas d'accord. Deux, le système est viable, on peut le maintenir, c'est faux. Moi, je parle de processus, mesdames et messieurs. Ce n'est pas des événements, c'est des processus qui ne touchent pas une ou deux communes, qui touchent les sociétés entières. C'est les modèles de société qui arrivent au bout. Et on n'a pas de plan B. Des processus qui ont déjà commencé, qui vont s'accélérer, qui n'ont pas de fin. On les accompagne ou on les subira. Face à ça, on a besoin d'une résilience systémique. La capacité à se serrer les coudes, et ça ne s'improvisera pas, ça se prépare. La capacité à se serrer les coudes face à des ruptures de continuité majeures et durables, voire définitives, quelle qu'en soit la nature. Et ce sont la résilience des systèmes socio-écologiques, c'est-à-dire pas juste nous, mais nous en interaction avec l'environnement. À gauche, implicitement, il y a un maintien du statu quo, et à droite, c'est fondamentalement transformatif. C'est forcément culturel et collectif. Forcément. Il n'y a pas de résilience sans engager un maximum de personnes, des gens qui habitent là. À droite, à gauche, c'est des rapports de force inchangés. À droite, on essaie d'empouvoirer les gens. Alors imaginez qu'on sorte de cette zone, cette période de l'histoire où il y avait des hydrocarbures abondants et bon marché. Je vous rappelle que nous sommes tributaires de chaînes d'approvisionnement pour la bouffe. J'attire votre attention sur le fait qu'en France, on a ce qu'on appelle des SAIV, des secteurs d'activité d'importance vitale,
définis dans le Code de la défense et dans la loi de programmation militaire, qui sont des secteurs où si jamais il y a un grave problème à ce niveau-là, il y a des plans qui sont prévus, éventuellement ça peut aller jusqu'à l'intervention de l'armée, jusqu'à la réquisition des chaînes d'approvisionnement de la grande distribution pour un certain nombre de choses. Voilà, donc il y a des secteurs d'activité d'importance vitale, parmi lesquels on compte l'alimentation. C'est plutôt rassurant, ils ne sont quand même pas complètement cons, ils ont compris que manger c'était important. Mais sachez que l'agriculture n'en fait pas partie. Il n'y a aucun lien qui est établi entre produire et consommer. Aucun lien. Si à un endroit il y a un problème sur l'approvisionnement en nourriture, on fera venir d'ailleurs. Point. Et le système va se réorganiser, et puis on passera le moment difficile et on reviendra à la normale. Voilà, c'est comme ça que c'est prévu. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de mieux que le plan Orsec. Nous sommes dans une logique à flux tendu, on a éliminé les stocks pour éliminer les coûts. Les individus produisent plus leur bouffe, ils ne la stockent plus, ils la transforment plus. 70% de la bouffe que les Français achètent, ça vient de la grande distribution qui n'a même pas 3 jours de stock dans ses points de vente. Les lieux de production et les lieux de consommation sont distants, n'ont plus aucun rapport. Il n'y a plus de stock ni à la ville, ni à la campagne. Il n'y a pas de stock stratégique non plus parce que c'est du passé tout ça, c'est du Moyen-Âge. Et le consommateur n'a plus aucune tolérance à la frustration. Alors, en cas de rupture prolongée de l'approvisionnement en denrées ou en carburant ou en intrants ou tout ça à la fois, on tient combien de temps ? Et ça, ce sont des choses auxquelles on doit se préparer. Donc maintenant, réimaginer qu'on se soit mis en capacité de satisfaire les besoins vitaux pour toujours, en cessant d'être tributaire de chaînes d'approvisionnement elles-mêmes pétrodépendantes. Il faut réapprendre, pour l'essentiel, pour le vital, il faut réapprendre à fonctionner dans un rayon géographique maîtrisable. C'est le cas pour la production de nourriture, pour la production d'eau, c'est le cas pour l'énergie, eau potable, pour la production d'énergie, c'est le cas pour la production également des systèmes de transport. Alors sur les systèmes de transport, il y a quelque chose d'intéressant, et là, je ne sais pas si dans cette salle, il y a des gens qui ont un levier ou un autre, direct ou indirect, pour jouer sur ces questions, mais écoutez-moi. Il faut penser différemment sur ces enjeux. Quand on entend parler des véhicules électriques, des véhicules à hydrogène, la mobilité individuelle à hydrogène est une connerie sans nom. Je suis désolé s'il y en a qui ont investi là-dedans, c'est une connerie sans nom, pour des raisons que je pourrais dire si nécessaire. On pourrait me poser la question si vous le souhaitez. L'hydrogène a son rôle à jouer dans l'industrie et pour le transport lourd de marchandises, mais c'est tout. Mais bon, on entend parler de ça, véhicules électriques, pourquoi pas. Mais en fait, il faut d'abord se poser la question de c'est quoi les nouveaux systèmes de transport et c'est quoi les nouvelles offres de services en matière de transport et de mobilité dont on a besoin. Et on ne saura répondre à cette question que si d'abord on se demande quels sont les nouveaux usages de mobilité et de transport qu'on veut promouvoir. Et on ne saura répondre à cette question que si on a réévalué collectivement, si possible, nos besoins. Soit on le fait collectivement, soit cette réévaluation sera faite par des gens à notre place et les résultats nous seront imposés. Il faut qu'on ouvre des conversations, vous avez un rôle à jouer là-dedans, là où vous êtes, dans les territoires où vous êtes implantés, pour ouvrir des conversations sur la réévaluation des besoins, toute forme de besoin, en l'occurrence là, mobilité et transport. Mais cette approche-là, c'est un choix collectif, c'est un modèle de société, c'est une approche fondamentalement systémique et culturelle. Il faut poser les questions qui dérangent. Une question à laquelle il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Ça va être grave si on n'en trouve pas. Donc s'il y en a certains parmi vous qui peuvent aider, allez-y. Comment faire pour que n'importe qui, n'importe où, surtout au fond des campagnes, puisse vivre une vie satisfaisante, répondre à ses besoins essentiels, assurer sa sécurité et celle de ses proches, le tout durablement, sans avoir à posséder de voiture. Aidez à trouver une réponse, si vous le pouvez, à cette question. Nous avons, là je vous jette juste une série de mots-clés. Tous les mots-clés qui vont suivre, je n'ai pas le temps de les développer, sachez que chaque mot-clé, c'est votre sujet. C'est peut-être pas quelque chose que vous avez, qui vous plaît, qui vous intéresse, mais sachez que tout ce qui va suivre, vous devez en faire votre sujet. Tout. Les matériaux biosourcés et géosourcés, quoi que vous fassiez, essayez de trouver des manières d'utiliser ce qui est disponible sur notre territoire au lieu de dépendre de chaînes d'approvisionnement qui viennent de l'autre bout du monde. Renseignez-vous sur les low-tech. Les low-tech, ce n'est pas juste le mec qui pédale pour faire tourner de tambour de sa machine à laver. Les low-tech, c'est un véritable enjeu d'innovation, de développement, de recherche et développement, d'ingénierie. Les meilleurs ingénieurs, les meilleurs designers devraient être mobilisés là-dessus. Mais ça n'a pas été compris parce que c'est caricaturé. Donc pour sortir de la caricature, allez lire la note de la fabrique écologique consacrée à l'innovation low-tech. Vous verrez le potentiel que ça a, vous verrez ce que c'est et surtout ce que ça n'est pas. Ce n'est pas, par exemple, de l'innovation frugale. Et quand vous aurez lu cette note, vous allez sur le site Wikipédia, si possible dans cet ordre-là, et vous regardez cette infographie avec la légende correspondante, et vous comprendrez que les low-tech sont une boîte à outils inestimable pour essayer de designer, de concevoir des systèmes qui à la fois répondent à l'enjeu de durabilité forte, à la fois à l'enjeu de résilience collective et à la fois à l'enjeu de transformation culturelle et on pourrait dire systémique. Voilà, c'est un outil, mais pour ça, il faut le comprendre. Résilient et écologique, ce n'est pas la même chose.
sauf si on parle des systèmes vivants. Ah, la résilience écologique, la résilience des écosystèmes, forcément, ça va de pair avec l'écologie. En fait, la résilience et l'écologie, des fois c'est convergent, des fois c'est divergent, des fois ça n'a juste rien à voir, ce sont deux objectifs différents. On commet une erreur quand on pense que c'est le même combat. Et souvent, il y a des gens qui pensent ça. Résilience, transition énergétique et écologique, pareil, même combat. Non, c'est pas vrai, il y a des arbitrages à faire entre les deux, très compliqués des fois. Donc, bon, je développerai pareil, si vous me posez les questions après. Relocalisation d'un certain nombre de choses, diversification notamment alimentaire, réaménagement des territoires, foncier nourricier, préserver, faut arrêter d'artificialiser pour de la merde, soutenir les secteurs vitaux, oui, mais sous conditions de changement. Nous avons des crises. Dans une crise, il y a une opportunité de changement. Aujourd'hui, on ne la saisit pas. On développe des subventions et des aides pour que le système reste tel qu'il est. C'est un gâchis de crise absolument insupportable. Il faut également réfléchir à cela. Agroécologie, agroforesterie, permaculture, techniques sur sol vivant. Vous ne connaissez pas? Demain, vous connaîtrez. Il faut que vous vous renseigniez sur ces sujets. Ce sont vos sujets. La végétalisation des agglomérations, important. On va en parler après. On va vous en parler après, pas moi. Mais pas que d'ailleurs, c'est une partie. Mais moi, je prône également une végétalisation vivrière. On produit une toute petite partie de notre bouffe, mais avec ça, on travaille ensemble, si possible interquartiers, des gens qui n'ont pas l'habitude de se croiser. De temps en temps, on se fait un bon petit gueuleton. C'est un cheval de Troie pour aborder des sujets importants. Et au final, on crée de la cohésion, même si tout le monde n'en sort pas copain. Forcément, on crée de la résilience. Il faut boucler les cycles de nutriments également. Et pour ça, c'est renvoyer notamment le phosphore vers les terres agricoles. À la campagne, toilettes sèches, zones urbaines et périurbaines, équipement des foyers avec des toilettes à séparation d'urine. Et derrière, traitement séparé, revalorisation comme intrant. Il y a des gens qui le font, il y a des endroits où ça se fait, et ça fonctionne extrêmement bien. Il faut le faire. Sinon, on dépend des approvisionnements en engrais phosphatés qui viennent d'ailleurs. Et enfin, il faut des circuits courts locaux, des économies locales, des monnaies locales, des systèmes d'échange locaux. Il y a un de ces mots-là qui ne vous parle pas, il n'est jamais trop tard. Renseignez-vous, c'est votre sujet. Tout ça en solidarité, inclusivité, justice sociale et cohésion territoriale, non pas parce qu'Arthur Keller il a dit que c'était mieux, mais parce qu'Arthur Keller il se trouve que c'est aussi un spécialiste des systèmes résilients et qui vous dit que s'il n'y a pas tout ça, ça ne marchera pas. Il va falloir de la solidarité intra- et intercommunautaire, interculturelle, intra- et interterritoriale, qu'on aime ça ou pas. Et ce que je dis aux gens aussi des fois, c'est si vous êtes naturellement enclin à la bienveillance envers votre prochain, c'est super. Si ce n'est pas votre cas, soyez solidaire par calcul. Les leviers clés pour finir dont on dispose, j'ai encore une dizaine de slides là. Les leviers clés dont on dispose, déjà, il faut poser la question des besoins. On n'est pas tous d'accord sur ce qu'est un besoin, mais il y a des besoins fondamentaux devant lesquels on est tous égaux. De quoi dépend la satisfaction dans le temps de ces besoins? Ces choses-là doivent être sanctuarisées, préservées, contre les dérives de notre système, contre le changement climatique, etc. Et donc, pour cela, il faut qu'il y ait une gestion avec des gens dont c'est l'intérêt, des gens dont l'avenir en dépend. Les gens qui vivent là, il y a une territorialisation de ces enjeux nécessaires. Alors ensuite, renseignez-vous effectivement sur la gouvernance des communs. Il y a pas mal de travaux là-dessus. Les plus connus sont ceux d'Elinor Ostrom. Vous pouvez commencer par là. Ensuite, il y a les questions d'accès à l'essentiel, garantie pour tous. Par exemple, à Montpellier, depuis quelque temps, les 15 premiers mètres cubes d'eau sont gratuits pour tout le monde. Au-delà, on paye, et si on surconsomme, on surpaye. Ça s'équilibre, ça ne coûte rien à la collectivité. Ça, c'est intéressant. Et si on faisait la même chose pour tout le reste? Et si on faisait la même chose pour la bouffe? Renseignez-vous sur la sécurité sociale alimentaire. L'accès aux denrées de base gratuites ou à tarif réduit pour tout le monde. Et puis après, au-delà de ça, une certaine quantité, au-delà de ça, tu payes, et même tu surpayes si tu consommes des trucs de luxe. Et la dotation inconditionnelle d'autonomie, intéressant. Et si on avait les premiers mètres cubes de gaz, les premiers kilowattheures d'électricité, un certain nombre d'autres choses, gratuites pour tous, la base pour survivre. Au-dessus, tu payes, et puis très vite, tu surpayes. Bon, ben ça, voyez-vous ce que ça fait? C'est que ça dégage des marges de créativité chez les gens. Ça démarche des marges d'innovation. Oh, les gens sont créatifs, ils vont innover. Ils ne le feront que s'ils savent que dans 3 semaines, que dans 3 mois, ils auront de quoi nourrir leurs gosses. Innover, c'est prendre des risques, tenter quelque chose de nouveau. On ne prend pas des risques quand on est déjà comme ça. Il faut débloquer des marges de créativité et peut-être que des solutions, pour le coup, en sortiront, en tout cas des réponses intéressantes. Tout ça ne viendra certainement pas du haut, en tout cas pas de façon majeure. Quand je dis du haut, c'est de l'État là, ou de l'Europe. Parce que ce sont des changements fondamentaux. Lorsque tu fais en sorte que tout le monde a la base pour survivre, ben les gens n'ont plus besoin d'un bullshit job pour survivre. Ça change beaucoup de choses. Donc,
Les rapports de force commencent à être modifiés, et donc ça ne viendra pas du haut. Mais ça peut et ça doit venir du bas. Donc des expérimentations territoriales pour expérimenter maintenant tout. Comment on produit, comment on consomme, comment on se prépare à des systèmes post-hydrocarbures, y compris des systèmes de gestion de crise. Comment on fait de la régénération écologique et de la régénération socioculturelle pour développer un sentiment de communauté de destin les uns avec les autres, mais aussi avec la nature. Comment on fait un nouveau système social, par exemple, avec cet accès à l'essentiel garanti pour tout le monde, des économies locales, d'autres manières de prendre les décisions, avec des conventions ou des assemblées citoyennes, de la démocratie sous différentes formes. Bref, il y a tout un tas de choses à expérimenter. Il y a déjà des choses qui existent. Déjà, renseignez-vous sur ce qui existe. Et vous avez votre rôle à jouer. Parce que ça peut venir de vous en tant que citoyen, d'un collectif citoyen, mais ça peut aussi venir d'une entreprise qui décide, alors que c'est même pas du tout, peut-être ça n'a rien à voir avec son cœur d'activité, mais qui décide, sur un territoire où elle est implantée, d'avoir une action citoyenne. Et de dire, je vais encourager d'ouvrir un endroit, un lieu, ou pas, ou de faire de l'événementiel pour aborder ces questions, ouvrir une conversation, faire des expérimentations. Et l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que demain, quand on va être confronté à des ruptures de continuité majeures, parce qu'elles vont arriver, mesdames et messieurs, plutôt que de ne pas avoir de plan B, on pourra dire « Hey !» Nous, on a testé ça ici et ça marche. Et là-bas, ils ont testé ci et ça marche. Et à un certain nombre d'endroits, on aura plein d'éléments qui constituent des pièces d'un puzzle, qui est rien de moins qu'un nouveau projet de société, mesdames et messieurs. Et comme entre-temps, en plus, vous aurez travaillé avec des gens qui ont du goût et que vos projets, ils seront beaux, et comme entre-temps, vous aurez en plus travaillé avec des gens qui savent raconter les histoires et que vous les aurez mis en récit, la transformation grâce à vos projets, la transformation des lieux, la transformation des pratiques, la transformation des modes de vie, la transformation des gens eux-mêmes, avec des témoignages, des indicateurs, des images, et que vous pourrez mettre tout ça en récit, ça va être inspirant, parce que c'est inspirant, ça va se diffuser, et vos projets, demain, mesdames et messieurs, ne sont plus vos projets, ce sont des projets pour le monde, ce sont des cadeaux pour le monde, ils vont faire des petits, ici et ailleurs, et je ne dis pas qu'on va tout sauver, mais on va changer le monde. Je termine. Merci. Quasi fini. Voilà, je termine en vous disant qu'il est temps maintenant de co-construire des alternatives inspirantes, que c'est un travail collectif et qu'il y a tout un écosystème d'acteurs à mobiliser sur ces questions. C'est à la fois des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les penseurs sont des gens qui étudient, conceptualisent et proposent des choses, j'en fais partie. Les faiseurs sont des gens qui mettent au point, montrent l'exemple, transmettent leur savoir, leur savoir-faire, etc. J'en fais pas vraiment partie, ça dépend de la définition qu'on y met, mais bon. Les inspirateurs sont des gens qui racontent, diffusent, rendent inspirants, j'essaye d'en faire partie. Les organisateurs sont des gens qui structurent, animent, coordonne un projet, un réseau, une dynamique territoriale, un mouvement, que sais-je. Je n'en fais pas partie, ça demande des compétences que je n'ai pas. Et les facilitateurs sont des gens qui ont des moyens, ça peut être de l'argent pour financer, mais ça peut être aussi une façon de patronner, d'empouvoirer. Ça peut être faire du mécénat d'entreprise, ça peut être prêter, donner, louer un lieu, un local, du matériel, ça peut être permettre l'accès à un réseau, intervenir à des moments clés d'un projet qui est bloqué pour le débloquer, etc. Je vous ai dit où j'étais, où j'essayais d'être. À vous maintenant de savoir où vous pouvez être. Quel acteur du changement êtes-vous, mesdames et messieurs? Quel acteur du changement pouvez-vous être? Et plus important, très certainement, quel acteur du changement voulez-vous être? Répondez à cette question, chacun de vous, déjà, pour lui-même, pour elle-même. Et ensuite, trouvez-vous les uns les autres. Il faut que chaque projet, idéalement, coche les 5 cases de l'étoile pour que ça ait une chance vraiment d'aboutir. Nous sommes à une croisée des chemins, et comme je dis toujours, pour clôturer mes interventions, c'est le déclic ou le déclin. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci Arthur. Merci. On va faire un très bref temps d'échange questions-réponses. On va en prendre 2. Donc si vous avez une question, premier arrivé, premier servi. Ici, là-bas. Pas vu. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé. Une question, quel accueil de la classe politique et des personnes que vous avez pu essayer d'éclairer sur le sujet? C'est gênant comme question. Non, il n'y a pas beaucoup d'accueil. Hein. Moi, je travaille essentiellement avec des élus territoriaux, donc ça va être commune, beaucoup d'intercommunalités, des fois départements, des fois régions. Voilà. Là-haut, ok, j'ai été auditionné une fois par l'Assemblée nationale.
je me suis retrouvé face à des gens qui faisaient une mission d'information parlementaire sur la résilience nationale et qui, manifestement, avaient de bonnes intentions, mais qui n'avaient pas préparé le sujet, qui étaient totalement incompétents sur le sujet et qui ont tout mélangé. Le casting même des gens qui ont été auditionnés, c'est parti dans tous les sens. Je ne pense pas qu'une vérité en soit sortie. J'ai fait partie d'une délégation, petite délégation, une quinzaine de formateurs qui ont formé, au début on nous avait présenté ça comme ça, vous allez former les services de la Première ministre. On se dit, bon, au final, on a formé une quinzaine de personnes qui venaient des services de la Première ministre, sachant qu'il y en a plusieurs centaines. Et bon, si tu veux. Donc, non, au final, si vous voulez, il n'y a pas d'écho. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que ne faut pas penser bêtement, entre guillemets, qu'ils savent, ils ont compris et ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. La deuxième partie est vraie. Ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. Pour autant, ils savent, ils ont compris, c'est faux. Ils ont accès à beaucoup d'informations. Après, ça se mélange dans leur tête à plein d'autres choses. Il ne faut pas penser que parce qu'ils ont l'information, ils savent. C'est les gens qui sont à cette position-là. En fait, il y a trois natures d'individus, j'ai l'impression. Les politiciens, les journalistes, malheureusement, et des gens, toi, moi, lui, qui sont des gens, des férus de culture générale et qui bouquinent et qui lisent tout et qui englobent l'information, qui adorent ça. Ce sont des personnes qui sont, parce qu'ils l'ont choisi ou par leur fonction, qui sont totalement noyées sous un flux d'informations et qui touchent plein de sujets différents. Ils sont incapables, au bout d'un moment, de déceler dans le flot d'informations l'information qui change tout. Ils sont incapables de comprendre que, oh là, ça change tout. Il faut un déclic. Incapables. Ils ne comprennent plus. Ils ne savent plus hiérarchiser. Au final aussi, quand ça rentre, on s'organise. Le cerveau s'organise. Le cerveau, il fonctionne par arborescence. Et lorsqu'on a une information qui rentre dans une des cases, mais quand on a une information qui ne rentre pas dans les cases, comme la plupart des choses dont je vous ai parlé aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais? Et puis au final, on n'en fait rien. Voilà. Donc, il y a aussi plein de raisons qui font que ces gens-là, les politiciens, ne comprennent pas, ils ne sont pas réceptifs. Donc, ils n'ont pas la bonne formation, ils n'ont pas les bonnes cases, ils ne savent pas ranger l'information, et ça vient trop en disruption de trop de choses. Ils ne réalisent pas. Et je dis, malheureusement, le problème, c'est que c'est aussi le cas de beaucoup de journalistes. C'est aussi pour ça que je ne suis pas du tout médiatisé, parce que pour eux, je ne rentre dans aucune case. C'est très rare qu'on me fasse venir. Il y a toujours un sujet et on veut un expert du sujet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et on fonctionne en silo, c'est comme ça que ça fonctionne, et en faisant ça, on se trompe fondamentalement. Donc voilà, je ne peux pas dire effectivement que ça... Et donc, une fois, juste pour te clôturer un truc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir sur le politique, il y a plein de choses, il faut pousser, et même peut-être s'engager soi-même. C'est très important, parce qu'il y a quand même des leviers importants, de changements importants. Mais ce ne seront pas des changements de système. Ce sont des améliorations ou des minimisations des problèmes au sein du système. Ce sera une meilleure version du système, mais ce ne sera pas un nouveau système. Et c'est pour cela que le nouveau système, il faut le préparer à côté. Et ça vient de nous, ça ne peut venir, et ça ne sera jamais venu que de nous. Voilà. On va prendre une seconde question. Bonjour. Merci de votre intervention. En fait, là, on est en 2032. J'ai été élu président de la République. Donc, merci. Et du coup, rien ne s'est passé. Donc, les changements sont trop longs à mettre en place. Et vous êtes mon conseiller. Et je vous demande si la mesure phare de mon programme d'imposer l'enfant unique en France est une bonne mesure. Ok, merci. Alors, de deux choses l'une. Un, le président a évidemment beaucoup de pouvoir, mais pas tant que ça. Pas tant que ça dans un régime parlementaire, d'une part, et tant mieux, parce que ça nous protège de dérives, et pas du tout pour changer le système. Enfin, pour changer deux systèmes. Il peut, jusqu'à un certain point, changer le système, certaines de ses composantes, mais il ne peut pas changer deux systèmes. Il ne peut pas décréter un nouveau système. Donc, tout président que tu serais, que déjà, tu ne pourrais pas faire ce qu'il faut. Tu peux juste limiter la casse. En ce qui concerne la question de la démographie, parce que c'est ça ta question, la question de la démographie. Déjà, la démographie au niveau mondial, la démographie en France, ce n'est pas du tout le même sujet. En France, on est plutôt déjà sur une baisse, sur une descente, alors qu'au niveau mondial, ça augmente. Donc, l'enfant unique en France, je ne sais pas. Honnêtement, spontanément, je n'ai pas forcément la bonne réponse. Par contre, pour ceux qui se poseraient la question « est-on trop nombreux sur Terre ?», je réponds la chose suivante. Ça ne veut rien dire, cette question. Voilà, parce qu'on ne vit pas tout seul. Donc, ça dépend. Ça dépend de la place qu'on veut laisser au reste de la biosphère. Et après, ça dépend des modes de vie. Donc certains disent « Ah, il y a trop de gens », et d'autres disent « Mais non, ce n'est pas une question de nombre de gens, c'est une question de mode de vie ou de niveau de vie. Le problème, c'est les riches.
Ça dépend. Qu'est-ce que je te dis? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on regarde. Sur les émissions de gaz à effet de serre, il y a différentes corrélations. Il y a une corrélation avec le nombre de gens, il y a une corrélation avec le niveau de vie, il y a une corrélation, mais globalement, effectivement, la plus forte corrélation de très loin, c'est avec le niveau de vie. Oui, les riches, et nous en faisons partie, même si on n'est pas ultra riches, sont effectivement à la base du problème. Donc, essentiellement, c'est ça le problème, plus que le nombre de gens. Maintenant, il n'y a pas que cette dimension-là. On a bien compris que le problème était multidimensionnel. Mais sur les impacts sur la biodiversité, par exemple, c'est très lié au nombre de gens. Les premiers impacts sur la biodiversité, ça va être la pêche, la chasse directe, et ça va être la destruction des habitats, très très lié au nombre de gens, à l'endroit où c'est. Donc, en fait, on a des enjeux de surpopulation au niveau mondial, mais ce sont des enjeux essentiellement localisés. Ils sont plus localisés. Est-ce qu'on est trop nombreux sur Terre? On ne peut pas dire ça. On peut dire effectivement qu'on est trop nombreux sur Terre à vouloir vivre comme un occidental. Ah oui, ça ne marchera pas, ça. Voilà, donc plein d'enjeux démographiques localisés. Il y a plein d'endroits où on est trop nombreux, on ne le sait pas forcément déjà. Certains deltas vivriers, il y a plein de gens parce que c'est vivrier, sauf qu'à mesure que ça va se saliniser et que la capacité de charge de ces régions-là va baisser, eh bien, ils seront trop nombreux. Et la grande majorité des très grandes villes, on ne le sait pas encore, mais on est en surpopulation. Quand les systèmes logistiques en amont et en aval, et quand les fonctions métaboliques de la ville commenceront à déconner, on va vite comprendre qu'on est trop nombreux. Merci Arthur. Merci à Camille aussi qui a essayé de dessiner tes propos et on voit que c'est un dessin dense comme, bravo, comme ta présentation. Ouais, on peut les féliciter tous les deux. Encore un grand merci Arthur de ta présence ce matin. J'aurais pas fait mieux.